Merci beaucoup pour cette belle introduction, Henri-Claude. Merci de m'accueillir. Ce que je vous propose, c'est que je vais parler une petite heure et puis ensuite on pourra discuter entre nous, échanger. J'essaierai de répondre à vos questions si je peux. Dans cette petite heure, pour commencer, je vais aborder 3 points, si vous en êtes d'accord. Dans un premier temps, je vais vous donner un petit diagnostic personnel sur la situation, on pourrait dire macroéconomique, globale, de la zone euro, de l'Europe, de la zone euro. Dans un deuxième temps, je vais parler d'énergie et de climat pour dire que même si nous avons des graves soucis financiers et macroéconomiques, il y a plus grave encore, c'est l'énergie et le climat. Et puis, dans un troisième temps, la lumière au bout du tunnel va arriver. Et donc, j'essaierai de parler de quelques solutions et de dire pourquoi ce qu'on peut appeler, pour faire vite, la transition énergétique, me semble-t-il, est le grand projet politique, le grand projet de société qui est devant nous et qui, à mon avis, est porteur d'espoir pour nous. Voilà. Donc les 2 premières parties, nous serons dans la nuit, pas totalement obscure à la manière de Jean de la Croix, mais presque, et la lumière du jour viendra dans la 3e partie. La résurrection est pour la fin, au 3e jour. Alors, première partie, un diagnostic personnel, évidemment, qui est discutable. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je vais vous dire. Donc, j'essaierai de vous signaler à quel moment je prends des options qui sont personnelles et qui sont évidemment donc discutables. Mes propres travaux, en fait, m'incitent à penser que des grandes économies comme la nôtre, disons comme la zone euro d'un côté, les États-Unis, le Japon, sont des économies qui, en fin de compte, ne peuvent connaître que 3 grands régimes de croissance ou de non-croissance, mais 3 grands régimes possibles. Le premier régime, vous le connaissez bien, c'est une croissance significative, 4, 5, 6% d'augmentation du PIB chaque année, avec de l'inflation. Une inflation significative aussi, 5, 6, quelquefois 10% par an. En tout cas, beaucoup plus que 2, 2,5%, qui est le plafond que nous nous sommes autorisés à tolérer au sein de la zone euro dans les accords des traités européens. Donc ce premier régime, c'est les 30 Glorieuses. C'est ce que nous connaissons pendant une génération au moment de la reconstruction de l'Europe, entre 1945 et 1975. Forte croissance, forte inflation également, plein emploi, il n'y a quasiment pas de chômage en France à ce moment-là. Premier régime. Deuxième régime, c'est quasiment l'exact contraire, c'est la déflation. Alors la déflation, qu'est-ce que c'est? Là, j'explique un tout petit peu, parce que c'est moins évident que le premier régime. Le premier régime, tout le monde voit ce que c'est. Le deuxième, nettement moins. La déflation, c'est une situation, c'est un piège, en fait, dans lequel nos économies peuvent tomber, et sont déjà tombées. L'Europe est tombée dans la déflation dans les années 30. Le Japon est tombé dans la déflation au début des années 90, à la suite d'une espèce de grande répétition générale de la crise des subprimes que le Japon a connue en 90-91, à savoir une grosse bulle hypothécaire, immobilière, sur laquelle s'est greffée une bulle financière. Les 2 bulles ont éclaté en 90-91, et à la suite de cette grave crise financière, le Japon est tombé dans la trappe déflationniste que je vais décrire dans un instant. À l'époque, cette déflagration financière est restée cantonnée à l'île du Japon, à l'archipel, parce qu'à l'époque, les banques japonaises n'ont pas transmis, via ce qu'on appelle la titrisation, que je décrirai tout à l'heure, le poison, si vous voulez, des bêtises qu'elles avaient faites au reste de la planète financière. Et donc finalement, le Japon a implosé silencieusement de son côté, et une bonne partie d'entre nous dans cette salle n'a jamais entendu parler de la crise japonaise en 90. Par contre, tout le monde a entendu parler de la crise des subprimes en 2007-2008, parce que là, au fond, c'est un mécanisme relativement analogue qui a eu lieu aux États-Unis, mais qui, cette fois, s'est répandu sur la totalité de la planète via ce mécanisme de titrisation que je décrirai dans un instant. Je reviens à mon deuxième régime, qui est la déflation. Alors la déflation, c'est une situation très paradoxale dans laquelle tout le monde est convaincu que demain, les prix vont baisser. À tort ou à raison, peu importe. Si tout le monde croit que les prix vont baisser demain, du coup, les ménages qui pourraient, par exemple, acheter aujourd'hui un appartement, imaginez un jeune ménage, ils viennent de se marier, bon, ils pourraient acheter, ils se disent, j'achèterai demain parce que ça me coûtera moins cher. Et de la même manière, une entreprise qui pourrait vouloir investir et embaucher aujourd'hui se dit, j'investirai demain parce que ça me coûtera moins cher. Du coup, l'économie s'attend pendant une journée, et demain, les prix baissent. On achète moins d'appartements, on investit moins, les prix baissent. Du coup, tout le monde se sent confirmé dans son anticipation. Le jeune ménage se dit, j'ai bien eu raison d'attendre, le prix de l'immobilier a baissé, donc pourquoi ne pas attendre une journée de plus?
voyez. Et le chef d'entreprise se dit la même chose. Et du coup, ce faisant, l'économie tombe dans une espèce de coma où tout le monde s'attend. Évidemment, c'est une image que j'utilise pour faire comprendre, mais je crois qu'elle est utile. La déflation, c'est une situation très très paradoxale dans laquelle l'économie s'arrête parce que tout le monde est en suspension en attendant demain. Vous voyez, comme certains attendent Godot, l'économie attend demain. Voilà. Alors, quand est-ce que ce type de drame, ce qui est très difficile, c'est qu'on ne sait pas comment sortir de ce piège. On sait à peu près quand on y tombe. Par exemple, la Grèce aujourd'hui est dans la déflation, il n'y a aucun doute là-dessus. Le niveau général des prix grecs est négatif, baisse. La Grèce, en termes d'inflation, est dans le rouge, moins 2, moins 3% chaque année maintenant, depuis 3-4 ans. Une bonne partie de l'Espagne est dans la déflation. Il reste encore quelques zones relativement vivantes, heureusement, autour de Barcelone, le Pays Basque, qui tirent le pays vers le haut. Et de mon point de vue, la grande menace pour la zone euro aujourd'hui, c'est la déflation, précisément. Pourquoi ? Parce que les circonstances dans lesquelles on tombe dans ce piège déflationniste sont celles que nous connaissons précisément actuellement. C'est-à-dire des situations dans lesquelles tout le monde est très endetté. Pas seulement l'État, ça on nous abreuve nuit et jour aujourd'hui de la question du surendettement public et de l'impératif catégorique prétendu qui serait de nous désendetter, d'assainir les finances publiques. Mais de mon point de vue, ce n'est pas du tout l'urgence. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Parce qu'en réalité, en zone euro, tout le monde est très endetté. Et le secteur privé est plus endetté que le secteur public. Nettement plus. Au premier chef, le secteur financier privé. Nettement plus endetté. Même en dette consolidée, la dette consolidée privée du secteur financier européen, en zone euro, c'est 130% du PIB de la zone euro. La dette publique, c'est entre 95 et 100% aujourd'hui. Et la France est pile dans la moyenne de la zone euro. La dette privée corporate, donc des entreprises non financières, c'est à peu près 100%, comme l'État. Et les ménages, c'est à peu près 60%. Donc tout le monde est très endetté. Le plus endetté, ce n'est pas l'État. Et cette situation-là est génératrice du piège déflationniste. Pourquoi ? Supposez que dans ce grand amphithéâtre, nous soyons l'économie zone euro, tous ensemble. Et puis, chacun d'entre nous a beaucoup de dettes. Bon. Et puis... quelques agitateurs arrivent à nous convaincre qu'il faut absolument que tout le monde se désendette parce que vraiment c'est très mal de ne pas payer ses dettes, soyons sérieux. Bon. Et donc chacun d'entre nous essaie de se désendetter simultanément. C'est ça le drame. Comment vous faites pour vous désendetter quand vous avez des dettes ? Vous vendez vos actifs, ça vous donne de la liquidité, de l'argent, du cash, avec lequel vous remboursez vos dettes. Mais si chacun d'entre nous est vendeur de ses actifs, simultanément, le cours des actifs va baisser, et assez violemment, parce que tout le monde est vendeur, plus personne n'achète. Donc le cours des actifs s'effondre. Du coup, le niveau général des prix baisse. Et si le niveau général des prix baisse plus vite que la vitesse à laquelle vous, particulier, vous réussissez à diminuer votre dette, eh bien le poids réel de la dette, c'est-à-dire le montant de votre dette moins l'inflation, augmente. Et donc on arrive à cette situation extrêmement perverse qui est que si tout le monde essaie de se désendetter en même temps, la dette de tout le monde augmente. Je sais que c'est paradoxal, mais vous voyez, en fait c'est le poids réel de la dette qui augmente parce que les prix baissent plus vite que la vitesse à laquelle vous réussissez à vous désendetter. Ça va comme vous voyez un peu le mécanisme ? Et c'est exactement ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Espagne, au Portugal, en Italie en partie en France et globalement dans la zone euro. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons déjà fait ce genre de bêtises. L'Allemagne, de 1930 à 1933, connaît une phase déflationniste sévère et le chancelier Heinrich Brüning, que l'histoire s'est dépêchée d'oublier, a cru bon de faire une politique d'austérité budgétaire parce qu'il s'est dit, saperlipopette, il faut absolument baisser le niveau de la dette publique. Et donc l'État, lui aussi, doit se désendetter. Le résultat, c'est en 1933, comme vous le savez, en janvier, élection démocratique de M. Adolf Hitler. Il n'est pas arrivé au pouvoir par un putsch. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous êtes dans la déflation, évidemment, le chômage explose. Il n'y a plus d'activité. L'activité se met dans le coma. Plus aucune perspective, plus aucun horizon. Et les classes moyennes désespèrent. Tout à fait normal. Et donc, finissent tôt ou tard par rechercher des sorties de route antidémocratiques pour se sortir du piège déflationniste. Et ma crainte aujourd'hui, c'est que nous soyons tout bêtement en train de répéter cette page tragique de notre histoire européenne. Aujourd'hui, en ce moment. Au motif que ne pas rembourser ses dettes, c'est très mal. Vous voyez ? Ce par quoi on mélange complètement
disons, le registre de la moralité, qui est très important, c'est pas moi qui vais dire le contraire, et le registre des mécanismes économiques qu'il faut d'abord comprendre pour prendre des bonnes décisions, à mon avis. Pour le dire encore autrement, si tout le monde est très endetté, pour que les uns et les autres puissent se désendetter, ce qui est très sain, très bon, il faut qu'il y ait au moins un acteur qui, lui, ne se désendette pas et qui résiste et qui ralentisse la chute des prix. Lui, en ne vendant pas. Et le seul qui peut le faire, c'est l'État. Et donc, c'est très paradoxal ce que je vais vous dire, mais si vous réfléchissez 15 secondes, l'urgence des urgences aujourd'hui, c'est que l'État ne se désendette pas. C'est le seul qui ne doit pas se désendetter. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que l'État accumule des dettes systématiquement, pas du tout. Il faudra un jour ou l'autre qu'il assainisse lui-même ses finances publiques. Mais pas maintenant, pas tout de suite, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est que le secteur bancaire se désendette. Parce que pour que le secteur bancaire puisse recommencer à accorder du crédit aux entreprises, en particulier aux PME, il faut que le secteur bancaire lui-même cesse d'être criblé de dettes comme il est aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le secteur bancaire ne veut plus prêter aux PME? C'est parce qu'il a lui-même des bilans tellement fragiles, les banques ont des bilans tellement fragiles, qu'elles ne veulent même plus courir le risque de prêter à une PME française au motif que, bon, évidemment, il y a une probabilité faible mais non nulle que cette PME ne rembourse pas son emprunt, surtout dans une économie qui n'a pas de croissance. Et les grandes banques françaises, les 4 premières grandes banques françaises sont dans une situation tellement délicate qu'elles ne sont même plus prêtes à courir ce risque aujourd'hui. À titre d'information, vous savez que Global Finance publie chaque année la liste des 50 banques les plus sûres du monde. Eh bien, depuis 2012, plus aucune des 4 premières banques françaises n'est dedans. C'est pas qu'ils ont oublié les Français, il y a des banques françaises dans les 50 banques les plus sûres du monde, mais ni BNP, ni Société Générale, ni Crédit Agricole, ni BPCE, Natixis. Aucune des 4. Qu'est-ce qui reste? Il reste Crédit Mutuel, Banque Postale et Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas une véritable banque pour nous, en tout cas citoyens. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Crédit Mutuel et la Banque Postale ne jouent pas sur les marchés financiers de la même manière que nos 4 grandes et ne prennent pas du tout les mêmes risques et n'ont pas des bilans aussi fragiles. Autre élément d'information sur la fragilité du secteur bancaire français, un économiste américain qui s'appelle Robert Engel, qui a eu le prix Nobel. Bon, alors ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est parole d'évangile, mais enfin ça donne un minimum de crédibilité à ses calculs, a essayé d'établir la liste des 8 banques européennes les plus fragiles. Celles qui vont tomber en premier au prochain coup de grisou, s'il y en a un. Et bien dans les 8 banques européennes les plus fragiles, vous retrouvez les 4 grandes banques françaises. Donc nous sommes les champions du monde sur ce point. Nous sommes le seul pays au monde à avoir 4 grands groupes systémiques, c'est-à-dire dont la chute provoquerait une contagion mortelle pour la zone euro. Donc nous ne pouvons pas laisser tomber. Nous sommes condamnés à essayer de les sauver. Et comment est-ce qu'on sauve un groupe bancaire quand il tombe? On fait payer le contribuable. C'est-à-dire vous et moi. Et surtout vous. Moi je suis religieux. Je n'ai pas beaucoup à payer. Vous voyez? Et pour achever de vous déprimer ce soir, vous savez que la taille de bilan de BNP Paribas, c'est 2000 milliards d'euros. 2000 milliards d'euros, c'est la taille du PIB français. Donc BNP pèse le PIB français. Donc le jour où BNP tombe, nous allons avoir bien du mal à rattraper BNP. L'Europe ne peut pas se permettre de laisser tomber BNP. Ce qui, soit dit en passant, donne à nos 4 grandes banques un pouvoir de négociation politique phénoménal. Mais en français courant, ça s'appelle du chantage, vous voyez ? Bon, je reviens à mon deuxième régime, c'est la déflation. La déflation, donc, c'est une situation dans laquelle tout le monde est très endetté et tout le monde commet la bêtise de vouloir se désendetter simultanément. Ça provoque la chute des prix, ça fait augmenter le poids réel de la dette et donc ça a l'effet inverse de celui qui est recherché. Exemple manifeste, aujourd'hui, en Grèce, vous savez qu'on a imposé des plans d'austérité budgétaire draconiens à la Grèce. On a véritablement saigné la Grèce. Je ne sais pas si vous êtes allé en Grèce récemment, mais la Grèce est un pays qui... C'est comme s'il y avait une guerre civile aujourd'hui en Grèce. En 2012, alors c'est plus le cas aujourd'hui, heureusement, la situation s'est un petit peu rétablie, mais en 2012, vous n'avez plus de médicaments dans les pharmacies à Athènes. Donc j'étais en Grèce au début du mois de septembre, et à la fois, aussi bien les expatriés français que j'ai pu voir que les Grecs qui vivent sur place, m'ont confirmé que l'année 2012 a été littéralement apocalyptique pour eux. Nous leur avons infligé ça, c'est nous, c'est la Troïka, donc le FMI, la Commission européenne, la BCE. Est-ce que ça a servi à grand-chose pour assainir les finances publiques grecques? Absolument pas. Nous avons restructuré la dette grecque en 2012, donc on a effacé une partie de l'ardoise, pour simplifier, et aujourd'hui la dette publique grecque continue de caracoler à en gros 190% du PIB grec.
Non pas que l'État grec continue de dépenser des millions qu'il jetterait par la fenêtre dans la Méditerranée, mais parce que le PIB descend, le PIB descend tellement vite que le ratio dette publique sur PIB continue d'augmenter. C'est le même phénomène que l'effet pervers que je vous racontais tout à l'heure. Vous voyez ? Donc ceci ne sert strictement à rien, ces plans d'austérité budgétaire que nous infligeons à la Grèce, mais également au Portugal, à l'Espagne, ne servent strictement à rien si l'on veut simplement assainir les finances publiques grecques. Par contre, si on veut sauver les créanciers de la Grèce, qui ont absolument besoin pour survivre eux-mêmes que la Grèce rembourse ses dettes au fil de l'eau, alors ça sert à quelque chose. Parce qu'en fait, on prête à la Grèce, c'est ce que nous faisons, de l'argent qui permet à la Grèce d'honorer ses échéances de remboursement de dettes immédiates, à court terme. Et qui sont les créanciers de la Grèce ? Je vous laisse deviner. Des banques françaises et allemandes. Et donc en fait, une autre lecture qu'on peut faire de l'histoire récente, c'est que nous détruisons la société grecque pour sauver nos grands groupes bancaires. Je simplifie un peu, mais je crois que cette simplification n'est pas très très loin de la réalité. Si vous me permettez cette lecture un peu provocatrice, évidemment. Donc ça, c'est le deuxième régime, la déflation. Troisième régime possible, donc je vous rappelle, premier régime, croissance inflationniste. Deuxième régime, la déflation. Troisième régime, une croissance molle, un petit peu d'inflation, mais pas beaucoup, et des bulles spéculatives à répétition sur les marchés financiers. Ça, c'est ce que nous connaissons en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, au Japon, depuis 40 ans. En gros, depuis le début de l'expérience, on pourrait dire, néolibérale de dérégulation financière tous azimuts. Comment est-ce qu'on a bifurqué du régime 1, qui était celui des 30 glorieuses, vers le régime 3, régime de croissance forte mais inflationniste, vers un régime de croissance molle, avec peu d'inflation domestique et des bulles phénoménales sur les marchés financiers. On est passé de l'un à l'autre grâce à la dérégulation financière qui a rendu possible, au fil des années, des opérations financières sur les marchés qu'on appelle des opérations à effet de levier. Ce qui veut dire qu'avec très peu d'argent en poche, vous pouvez faire des opérations phénoménales sur les marchés financiers. Aujourd'hui. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes ce qu'on appelle un fonds, par exemple, disons de private equity. Vous avez 10 en poche, peu importe l'unité. L'unité, ça peut être des millions, si vous voulez, 10 millions, admettons. Vous avez 10 quelque chose en poche. Vous allez auprès d'une banque, vous lui empruntez 90. C'est là l'effet de levier. Partant de 10, vous empruntez 90. Vous vous retrouvez avec 100. Vous faites une opération très dangereuse. Par exemple, vous achetez une entreprise, vous n'êtes absolument pas sûr qu'elle soit saine, mais vous la rachetez. Vous la restructurez au pas de charge en 2 ans et vous la revendez 150 2 ans après. Peut-être qu'au passage, vous avez viré le PDG, le COMEX, etc. Peu importe, mais voilà. Vous avez fait ça. Vous revendez cette entreprise 150 2 ans après. Vous remboursez la banque. Vous lui rendez 90 plus un petit taux d'intérêt que je néglige pour le calcul. Et donc, vous vous retrouvez avec 60. Vous êtes parti avec 10. Vous avez multiplié par 6 votre capital initial en 2 ans. Aucune opération dans l'économie réelle ne peut rapporter ça. Surtout s'il n'y a pas de croissance. Un rendement qui vous multiplie par 6 votre capital, votre avance initiale, en 2 ans, ça n'existe tout simplement pas dans l'économie réelle. C'est juste pas possible. Vous voyez ? Ça n'est possible que sur les marchés financiers grâce à des opérations à fort effet de levier. Ces opérations à fort effet de levier, elles sont très bien quand ça se passe bien. C'est-à-dire si la fin de l'histoire se termine convenablement, il y a des opérations de private equity qui sont excellentes. Je ne suis pas en train de dire que le private equity c'est mal comme tel, pas du tout. Mais c'est extrêmement dangereux. Parce que si jamais il y a un petit coup de grisou financier entre la première et la deuxième année, par exemple on se trouve pile en 2008, et que personne ne vous rachète votre entreprise, ou vous la rachète à un prix bradé, vous vouliez la revendre en 150, mais vous la revendez à 15, vous vous retrouvez collé avec une dette de 90. Et vos fonds propres, c'est 10. Vous êtes incapable de rembourser votre dette. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là, si vous êtes un dirigeant de fonds de private equity en 2008 ? Eh bien, vous faites une petite opération comptable qui colle votre dette, vous avez 90 de dette, sur l'entreprise. Et du coup, c'est l'entreprise qui porte la dette. Alors, je peux vous dire que les gars de l'entreprise, ils sont heureux de se récupérer vos 90 de dette. Ils n'y sont strictement pour rien, mais voilà, c'est la vôtre. Et puis maintenant que vous êtes propriétaire de l'entreprise, vous avez le droit de faire cette opération. Et très vraisemblablement, vous allez liquider l'entreprise parce qu'elle a trop de dettes. Vous allez vendre ses actifs au rabais, etc. Puis vous allez essayer de
sauver votre peau de fonds de private equity comme ça. C'est ce qui s'est passé en 2008-2009. Mais vous voyez bien que c'est une situation extrêmement dangereuse, parce que vous n'êtes même pas sûr d'y arriver. Donc il est vraisemblable que et le fonds fasse faillite, et l'entreprise fasse faillite, et peut-être la banque qui vous a prêté 90 elle-même fasse faillite parce que vous ne pouvez plus la rembourser. Vous voyez ? C'est grâce à des opérations comme ça que le secteur bancaire islandais a fait un naufrage total en 2010. Vous en souvenez peut-être. Les 3 premières banques islandaises ont fait faillite, à peu près simultanément. L'État islandais les a toutes nationalisées et a récupéré 7 fois le PIB du pays sous forme de dette. 7 fois. Alors on se dit, mais comment est-ce que 3 banques peuvent réussir à elles toutes seules à accumuler 7 fois le PIB de leur pays sous forme de dette? Eh bien, grâce à des opérations à fort effet de levier. Et donc mon point là, c'est de dire, à partir du moment où on a dérégulé tous azimuts, sans aucun discernement, les marchés financiers, et qu'on autorise sur ces marchés des opérations de ce type-là, qui sont des opérations extrêmement dangereuses, bon, quand tout se passe bien, évidemment, c'est pas inutile, ça peut être productif, c'est très lucratif pour celui qui l'a fait, évidemment. Et quand ça se passe mal, c'est très, très, très dangereux. Et qui est-ce qui, à la fin, paye les pots cassés quand ça se passe mal? Eh bien, 99 fois sur 100, c'est quand même le contribuable. Vous voyez? Et donc, c'est quand même ce qu'on appelle la privatisation des profits et la socialisation des pertes. Même histoire en Irlande, où vous savez que le secteur bancaire irlandais a lui aussi fait naufrage en 2010, après d'ailleurs avoir passé avec succès les tests de résistance aux risques extrêmes de la BCE, les fameux stress tests de la BCE. Donc le secteur bancaire irlandais passe le 100 mètres haies avec une légèreté déconcertante, et 3 mois après, toutes ces banques sont en faillite. Ça vous en dit long sur la qualité des tests qu'on a infligés aux banques pour vérifier si elles étaient solides. Bon. Et l'Irlande a récupéré ces banques en lambeaux. Et du coup, la dette publique irlandaise, qui pesait en gros 25% du PIB irlandais au début de l'année 2010, s'est mis à peser 100% du PIB à la fin de l'année 2010. Les 75% de différence, c'est la dette privée des banques, qui entre-temps ont fait naufrage. C'est pas du tout que Dublin, tout d'un coup, s'est mis à embaucher des millions de fonctionnaires payés à ne rien faire. Vous voyez ? Alors, de mon point de vue, donc la situation dans laquelle la zone euro aujourd'hui se trouve, elle est d'une certaine manière à la croisée des chemins. Nous avons connu, il y a 2 générations, une période étrange qui s'appelle les 30 Glorieuses, où nous étions dans le régime 1. Forte croissance avec de l'inflation. Depuis le début de l'expérience de dérégulation financière, nous avons bifurqué, au moins en Europe de l'Ouest, vers le régime 3, croissance molle, bulle spéculative à répétition. Pourquoi est-ce que la croissance est molle dans cette situation-là ? Pour une raison simple, c'est que les marchés financiers sont tellement attractifs, parce que vous pouvez y faire des opérations à fort effet de levier, qui rapportent beaucoup quand ça se passe bien, que la création monétaire, qui rajoute de la monnaie dans l'économie, est immédiatement happée par les marchés financiers. Chaque fois que vous injectez de la monnaie dans l'économie, très très vite, elle finit par atterrir sur les marchés financiers, puisqu'ils proposent des rendements qui sont inouïs et impossibles à obtenir dans l'économie réelle. Donc la création monétaire finit toujours par atterrir sur les marchés. Les marchés jouent un peu le rôle, si vous voulez, de trous noirs en physique. Vous savez, en astrophysique, les trous noirs, ça absorbe toute l'énergie, toute l'information, toute la lumière, et ça ne restitue rien au reste de l'univers. Les marchés financiers absorbent toute la liquidité qui circule et ne restituent rien à l'économie réelle. Ou pas beaucoup, pas grand-chose. Pour être honnête, quand même, en gros, une petite dizaine de pourcents. Vous avez 10% en gros des transactions financières sur les marchés financiers qui mettent en jeu l'une des 2 contreparties qui vient de l'économie réelle. 90%, les 2 contreparties appartiennent toutes les 2 à la sphère financière. Je ne dis pas que ces 90% de transactions financières sont inutiles. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais vous voyez que le lien avec l'économie réelle est très 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 ténu, en tout cas. Bon. Et donc la raison pour laquelle nous avons peu de croissance, à mon avis, depuis une 40aine d'années, c'est que les marchés financiers ont un tel pouvoir d'attraction que la liquidité, le crédit, ce qui permettrait de financer des investissements dans l'économie réelle, est happé par les marchés financiers. Et au fond, aujourd'hui, si vous regardez, il n'y a jamais eu autant de liquidité sur la planète qu'aujourd'hui. L'humanité n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Si je regarde le nombre de milliers de milliards, de trillions de dollars qui circulent sur cette planète. Mais une part considérable de cet argent-là est bloquée dans les marchés financiers
Et l'une de nos grandes questions, pour moi, je crois, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on réussit à reprendre cet argent et à le diriger vers l'économie réelle. Oui. Simplement, tant que les marchés financiers continueront de promettre des rendements de 8, 9, 10% par an, voire davantage, grâce à ces fameuses opérations à fort effet de levier, ce sera très difficile. Et donc, cette question-là, de mon point de vue, c'est l'immense chapitre de la régulation financière. Il faut re-réguler les marchés financiers de manière à les rendre moins dangereux. Évidemment, ils vont promettre des rendements plus faibles. Mais au fond, c'est une bonne nouvelle pour l'économie réelle. Une partie de la liquidité monétaire pourra refluer vers l'économie réelle et financer des investissements réels. Ça va, vous voyez un peu? Donc, nous sommes à la croisée des chemins. Nous venons du régime 3A. Nous courons le risque de tomber dans le régime 2, qui est la déflation. Et ce dont tout le monde rêve, c'est de revenir au régime 1, avec une forte croissance et le plein emploi. Alors, j'en arrive à ma deuxième partie. Pourquoi ça ne va pas être si simple, malgré la bonne volonté de tout le monde, il n'y a aucun doute, de bifurquer de nouveau vers le régime 1. Et c'est là que la question de l'énergie du climat entre en scène. Donc jusqu'ici, je vous ai un peu déprimé, mais vous allez voir, ça va être pire. Ça va être pire. Alors, premier point, la question du climat, qui est la plus grave. Vous avez sûrement entendu, au moins lu, des résumés du 5e rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental d'études sur le climat. Et le 5e rapport, qui est sorti au printemps dernier, est littéralement catastrophiste. Littéralement catastrophiste. Alors, il y a sûrement parmi vous des spécialistes de la question qui connaissent ça mieux que moi, donc j'essaye de dire le moins de bêtises possible dans les 3 minutes qui suivent. En gros, ce que je retiens, moi, de mes petits camarades qui travaillent au GIEC, c'est que nous n'arriverons même pas à faire les plus 2%. Les plus de degrés, pardon. Excusez-moi, je suis fatigué. Alors, j'explique. Au moment de la révolution industrielle, la température moyenne à la surface de la planète, c'est en gros 15 degrés Celsius. C'est une moyenne, hein, c'est-à-dire qu'au Sahara, c'est très chaud, évidemment. Bon. Depuis que nous émettons des gaz à effet de serre, comme vous le savez, à cause essentiellement de la combustion d'hydrocarbures fossiles, les gaz à effet de serre bloquent le rayonnement solaire qui est reflété par le sol, la Terre, et ça réchauffe la surface de la Terre. Et donc, la température augmente. Nos États se sont engagés à tout faire pour que l'augmentation de la température, par rapport à la moyenne qui prévalait au moment de la révolution industrielle, n'excède pas plus 2 degrés Celsius. Donc en gros, qu'à la fin du siècle, nous ne soyons pas au-dessus de 17 degrés en moyenne. Ce qui, encore une fois, autorise une grande variabilité selon la région. Ça, c'est l'objectif que nous avons, que nous nous sommes donnés politiquement. Et ce que nous dit le GIEC dans son dernier rapport, c'est déjà trop tard, malheureusement. Pour être plus précis, il nous reste 3 ans pour inverser la courbe, et donc ça veut dire qu'on ne le fera pas. Donc le GIEC dit aujourd'hui, il faut que nous nous donnions un nouveau défi, si vous voulez, qui est pas plus de plus 5 degrés, hein, pas plus de 20 à la fin du siècle. Pourquoi plus 5 ? Parce qu'au-delà de plus 5, les images que l'on lit dans le dernier livre de la Bible, qui s'appelle l'Apocalypse, ne seront plus à lire de manière figurée et allégorique pour élever spirituellement le lecteur, mais seront à lire de manière littérale, hein, sur cette planète. Ça veut dire une hécatombe dans l'humanité, plusieurs milliards de morts, etc. Enfin, c'est des conditions de vie très très difficiles pour l'humanité à la fin de ce siècle. Donc pour une partie de ceux qui vivent dans cette salle quand même. Pas pour moi, mais pour les plus jeunes d'entre nous. Et en tout cas, pour vos enfants, ça c'est sûr. Et malheureusement, ça ne va pas... Alors vous voyez, pour vous donner un ordre de grandeur, plus 5 degrés, c'est ce qui nous sépare de la dernière glaciation. Il y a 40 000 ans, au moment il y a de 400 000 à moins 40 000, au moment de l'époque des mammouths et de l'homme de Néandertal. À ce moment-là, vous savez qu'il y a 2 km de glace à la place de la Manche, et donc on passe de l'Angleterre à la France à pied sec. Ça, c'est le climat que nous avons maintenant, moins 5 degrés. Vous rajoutez plus 5 degrés, vous avez le climat d'aujourd'hui. Vous rajoutez encore plus 5 degrés, c'est ce que nous promettons d'avoir à la fin de ce siècle si nous ne réagissons pas. Et puis, autre image à laquelle on peut réfléchir pour voir un peu ce que ça signifie, vous pouvez penser au corps humain. Hein, parce qu'on pourrait se dire au fond, bon, on va augmenter à plus 2, plus 3, mais finalement, est-ce que c'est si grave ? Alors pensez au corps humain comme métaphore. Hein. Vous êtes à 37, 37,5, tout va bien. Bon,
passez à 38, 38,5. Bon, vous sentez que vous êtes un tout petit peu fébrile, mais la vie est belle quand même. Bon. Vous passez à 39, 39,5, là ça commence à devenir nettement plus pénible. Vous arrivez à 40, là vous sentez que ça chauffe, et 41, vous savez que c'est fini. Et donc vous voyez bien que ce n'est pas du tout une progression linéaire, tranquille, où on s'achemine vers des situations compliquées, mais on a le temps de voir venir. Ce n'est pas du tout comme ça. C'est relativement supportable, et il y a un moment où c'est la fin. Vous voyez ? C'est le problème des croissances exponentielles, pour ceux qui connaissent. Bon. Dans les problèmes, dans la difficulté. Bon. Alors, et qui plus est, ce dérèglement climatique, si j'en crois les amis climatologues, ne va pas se faire par, disons, une accumulation progressive et lente des difficultés. Ça va se faire par des grands coups de grisou, une multiplication des catastrophes climatiques, des inondations d'un côté, des sécheresses de l'autre, des tempêtes, etc. Bon. Ce qu'on voit déjà maintenant, en réalité. La multiplication, l'augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes est déjà un événement qui est documenté par les climatologues. Donc ceci, alors, bon, et puis alors, dernier point, juste pour achever, nous faire très peur, déjà à plus 3 degrés, les agronomes nous préviennent que les rendements agricoles sur la planète chutent. Et ça veut dire que la grande équation que notre humanité a à résoudre en 2050, qui est comment fait-on pour nourrir 9 milliards et demi de personnes, cette grande équation devient très très difficile à résoudre si en plus les rendements agricoles s'effondrent. Ce qui, si j'en crois les collègues agronomes, est quelque chose qui peut arriver déjà à plus 3 degrés. Et plus 3 degrés, comme je vous l'ai dit, comme on est à peu près sûr de faire au moins plus 2, ça devient de l'ordre du possible, malheureusement. Donc ça, c'est le climat. Ce qui veut dire que l'ère de l'hydrocarbure fossile abondant, utilisé sans discernement, c'est fini. Il faut vraiment arrêter. Il faut vraiment arrêter. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais vous savez qu'on a un grand sommet l'année prochaine. Le prochain grand sommet gouvernemental, enfin intergouvernemental sur le climat aura lieu à Paris, décembre 2015. Et voilà, je peux vous dire que la communauté internationale est très 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 impatiente qu'un véritable accord puisse être trouvé en décembre 2015, grâce évidemment au génie français, bon, pas seulement, mais aussi grâce à nous. Donc nous avons notre partition à jouer dans cette symphonie-là, quoi, vraiment. Bon, ça c'est l'aspect climatique, et pour résumer, ça veut dire qu'il faut définitivement faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire notre consommation d'hydrocarbures fossiles. Pétrole, enfin charbon d'abord, pétrole et gaz, qui sont, comme vous le savez, les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Deuxième aspect, qui vient noircir encore plus le tableau, c'est la raréfaction des ressources naturelles, qui est un thème qui est moins connu en général que le climat, donc je passe 1 minute 30 à vous en parler. C'est tout ce qu'on appelle les pics quelque chose. Alors le peak oil, vous en avez sûrement entendu parler, mais en fait vous avez un pic tout. Ce pic, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez une ressource naturelle qui est non renouvelable, et à l'échelle humaine, les hydrocarbures fossiles sont non renouvelables, puisque ça prend des dizaines de millions d'années avant de se renouveler, eh bien, il y a forcément un moment où il n'y en a plus. Et avant d'arriver au moment où il n'y en a plus, il y a forcément un moment où la quantité que vous arrivez à en extraire chaque jour du sous-sol plafonne puis diminue. Pour qu'un jour il puisse ne plus y en avoir, il faut bien qu'à un moment, on ait atteint un sommet. Hein, ça, c'est des maths élémentaires, niveau première, terminale, quoi. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Toutes nos ressources naturelles, un jour, connaîtront ce qu'on appelle le pic, c'est-à-dire le moment où ça va plafonner. Question, c'est pour quand? Oui, c'est ça la grande question. Et alors là, je ne vous cache pas qu'il y a d'énormes débats entre ingénieurs spécialisés sur ces questions-là. Mais ce qui est certain, c'est que pour le pétrole extrait du sous-sol avec des techniques conventionnelles, je pèse mes mots, donc je ne parle pas du pétrole de schiste, du pétrole obtenu par fracturation hydraulique, le pétrole qui est extrait avec les techniques conventionnelles, la planète a déjà atteint son pic de pétrole depuis 2005. Ça a été admis officiellement par l'Agence internationale de l'énergie, qui est basée à Paris, en 2010. En 2010, elle a reconnu que depuis 5 ans, l'humanité a passé son pic pétrolier conventionnel. Ça ne veut pas dire qu'on l'a passé tous en même temps. Par exemple, les États-Unis l'ont passé en 1970, déjà à l'époque. La mer du Nord l'a passé en 2000. L'Arabie Saoudite a été la dernière, très vraisemblablement, justement autour de 2005. Ça veut dire que depuis 2005, en gros, nous sortons du sous-sol 90 millions de barils par jour, en moyenne, et nous n'arrivons plus à crever ce plafond, avec les techniques conventionnelles. Pourquoi? Parce que la vitesse à laquelle
la productivité des anciens puits baisse, est supérieure à la vitesse à laquelle nous créons des nouveaux puits. C'est-à-dire que nous sommes engagés dans une course contre la montre, à cause du fait que, si vous voulez, un puits de pétrole, vous allez voir, c'est très simple, hein, un puits de pétrole, c'est une grande nappe de pétrole et de gaz mélangés dans une roche poreuse qui est empêchée de monter à la surface par une roche étanche. Donc c'est bloqué, c'est capturé en dessous. Qu'est-ce que fait un pétrolier? Un pétrolier, c'est un super plombier qui fait un trou avec un tuyau et qui pompe. Alors au début, il n'a pas besoin de pomper parce qu'il y a une telle pression que le gaz et le pétrole sortent tout seuls. Ça, c'est vous savez, les bandes dessinées de Lucky Luke avec les derricks et le pétrole qui jaillit. Voilà. Mais au bout d'un moment, une fois qu'il y en a une partie qui est sortie du sous-sol, la pression diminue. Et à un certain moment, la pression diminue tellement que ça ne monte plus tout seul. Il faut pomper mécaniquement. Ça coûte beaucoup plus cher, évidemment. Et puis, ça ne vous permet pas du tout d'avoir les mêmes rendements que lorsque ça sort tout seul. Ce qui fait que la productivité d'un puits de pétrole classique commence par être très élevée au début et puis, fatalement, à un moment ou à un autre, finit par s'effondrer. Ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la déplétion, dans le langage ésotérique des ingénieurs pétroliers, la déplétion. Eh bien, le pic pétrolier, c'est le fait que nous avons perdu la course contre la montre de la déplétion. C'est-à-dire que nos anciens puits voient leur productivité baisser à cause de la déplétion. Et jusqu'en 2005, l'humanité est arrivée à compenser par la découverte de nouveaux gisements. Et puis l'amélioration des techniques de forage, etc. Depuis 2005, on n'arrive plus à faire mieux. Donc on est sur un plateau. On extrait tranquillement tous les jours 90 millions de barils de jour, ce qui est déjà beaucoup. On n'arrive plus à faire plus. Vous voyez? Alors, est-ce que les techniques non conventionnelles de fracturation de la roche permettront de faire significativement plus durablement? J'en sais rien. Et personne, à ma connaissance, aujourd'hui, ne le sait vraiment. C'est un peu comme l'affaire Dreyfus, si vous voulez. Vous savez, ils en ont parlé et après, une heure après, ils ne sont toujours pas d'accord entre eux. Donc vous prenez deux ingénieurs pétroliers, vous leur posez la question, vous revenez le lendemain, ils sont toujours en train de se disputer. Quand même, quelqu'un comme Christophe de Margerie, le patron de Total, qui n'est pas absolument le dernier des plaisantins sur cette question, a reconnu publiquement dans un article, dans une interview qu'il a accordée au Monde l'an dernier, que même compte tenu des techniques non conventionnelles d'extraction de pétrole, entendre par là fracturation hydraulique, le pic pétrolier mondial est au plus tard pour 2025. Donc si Christophe de Margerie le dit, ça veut dire que c'est forcément avant 2025. Vous voyez? Voilà. Et donc ça veut dire que l'ère du pétrole abondant, elle est doublement terminée pour nous, à la fois à cause de l'enjeu climatique, qui est majeur, et à cause de la raréfaction progressive de la source de pétrole. Alors, il faut faire très attention. Je n'ai jamais dit, ne rentrez pas chez vous ce soir en disant un charlatan de plus qui nous dit qu'il n'y aura plus de pétrole dans 40 ans. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Nous sommes bien d'accord. La quantité de pétrole qui reste dans le sous-sol terrestre est suffisamment importante si on déstocke toute cette quantité et qu'on la sort du sous-sol pour achever de détruire notre planète. Il n'y a pas de doute. De détruire le climat, je veux dire. Vous voyez? Il en reste encore beaucoup, du pétrole. Ce que je suis en train de dire, c'est que la taille du robinet qui nous permet d'extraire du sous-sol le pétrole, cette taille est finie, qu'avec les techniques conventionnelles, nous avons atteint la taille maximale, et qu'il y a un débat sur la question de savoir si on peut augmenter la taille du robinet avec les techniques non conventionnelles. Ça va? Pour prendre un autre exemple, le ballon d'eau chaude au-dessus de l'évier est énorme, ça c'est la réserve totale de pétrole qui reste, et le robinet est petit. Et on ne peut pas l'augmenter indéfiniment. Ça va? Vous voyez un peu le problème? Bon. Maintenant, ce que je viens de dire sur le pétrole vaut pour toutes les ressources naturelles. Le gaz, le charbon, tous les métaux, les terres rares, etc. Tout. Et les physiciens qui travaillent sur ces questions sont encore beaucoup plus inquiets que moi parce qu'ils nous disent, eh bien, la fameuse transition énergétique dont je vais vous parler dans un instant, qui pourrait consister, par exemple à faire des kilomètres carrés d'éoliennes dans l'océan, ce qu'a fait l'Allemagne en mer du Nord. Je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais on peut penser à ça. Mais ça suppose beaucoup d'aluminium, par exemple. Parce que pour faire des éoliennes, il faut de l'aluminium. Sauf que l'aluminium lui-même a un pic. Et que ce n'est pas clair du tout qu'on ait suffisamment d'aluminium à notre disposition, à un coût relativement raisonnable, pour faire les kilomètres carrés d'éoliennes dont nous rêvons, dont certains rêvent en tout cas. Vous voyez? Et vous pouvez réitérer la démonstration avec tous les matériaux dont on a besoin pour faire tout ce qu'on veut. Oui. Et donc, bon, si vous commencez à sentir, je suppose que la situation est
un peu compliqué. Ça ne va pas être simple. Voilà. Donc ceci me fait dire que on a deux grandes contraintes, le climat, la raréfaction des ressources naturelles, et que ça, c'est beaucoup, beaucoup plus grave encore que nos problèmes de dette publique, parce que les problèmes de dette publique, au fond, si vous prenez un peu de recul, c'est des histoires comptables entre nous, c'est des conventions. Effacer les dettes, ça se fait. Dans la Bible, ça se fait beaucoup, par exemple. Hein. Vous connaissez le jubilé vétérotestamentaire. Vous savez aussi qu'il y a plusieurs paraboles bibliques dans lesquelles Dieu le Père est la figure de celui qui remet les dettes des autres. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément archi mauvais de remettre les dettes, surtout quand il s'agit de dettes de quelqu'un qui est incapable de les payer. Hein, plutôt que de le tuer, par exemple, on lui remet ses dettes. Ça, c'est des choses que nous pouvons faire parce que nos histoires d'argent, c'est des conventions entre nous, c'est des opérations d'écriture. Par contre, le deuxième principe de la thermodynamique, on aura beau se creuser la cervelle comme on voudra, on ne pourra pas le changer. Et donc, les contraintes physiques sont beaucoup plus graves et beaucoup plus importantes que nos petits problèmes comptables. Vous voyez, si je prends un peu de recul. Et donc, ma deuxième partie, c'est-à-dire le climat et la raréfaction des ressources naturelles, c'est infiniment plus grave parce qu'on ne peut pas jouer avec ça. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Donc ça, on est obligé de se le coltiner, alors que nos problèmes de dette publique, bon, on peut discuter entre nous. On est capable de remettre nos dettes. Par exemple, je ne dis pas que c'est la solution, mais vous voyez, je veux dire, il y a des solutions quand même. Ça, vous voyez un peu l'enjeu ? Alors, la raison, et je vais terminer cette deuxième partie ici, la raison pour laquelle ceci vient interférer avec le grand programme ambitieux que je vous ai dressé il y a un instant, qui est bifurqué du régime 3, croissance faible, bulle spéculative à répétition, vers le régime 1, celui qui est notre régime favori, beaucoup de croissance et beaucoup d'emplois pour tout le monde. La difficulté, c'est que ceci ne peut se faire qu'avec beaucoup d'énergie. Et ça, c'est une autre partie de mes travaux. Moi, je suis convaincu, et je crois que j'ai des bonnes raisons pour dire ça, que la croissance dans les pays industrialisés comme les nôtres, c'est pour l'essentiel de l'augmentation de la consommation d'énergie. Je donne quelques chiffres très simples, vous allez voir, pour vous aider à entendre ça. De 45 à 75, au niveau mondial, si je regarde la croissance du PIB, du PIB donc, par habitant, par tête de PIB. En moyenne, chaque année, c'est plus 3%. Alors, ce qui est beaucoup. Ces plus 3% se décompose en 3 égale 2 plus 1. Je pense que jusque-là, tout le monde est d'accord. 3 égale 2 plus 1. 2, c'est plus 2% d'augmentation de la consommation d'énergie par habitant. Et à l'époque, cette énergie-là, c'est essentiellement de l'énergie fossile, charbon, pétrole, gaz. Et puis le 1%, c'est le progrès technique. C'est nos petits bras, c'est l'INSEAD, c'est le stress au boulot, les heures sup, voyez, les inventions géniales du professeur Tournesol, c'est ça. Et donc 3 égale 2 plus 1. Ce qui veut dire que 2 tiers de la croissance, ce n'est pas le génie humain, c'est juste l'augmentation de la consommation d'énergie fossile par habitant. Depuis les années 80, l'équation 3 égale 2 plus 1 au niveau mondial s'est transformée en, je simplifie un peu les chiffres, hein, je vous passe les virgules, enfin les décimales, 1,5 égale 0,5 plus 1. 1,5 de croissance du PIB par habitant et par an, en moyenne, égale 0,5 plus 1, 0,5% d'augmentation de la consommation d'énergie par habitant et par an, plus 1, le progrès technique, l'INSEAD, les heures sup, le stress au boulot, etc. Vous voyez ? Depuis le milieu des années 80, nous n'arrivons plus à augmenter notre consommation, notre voracité d'énergie à la même vitesse que pendant les 30 Glorieuses. Ce qui est une bonne nouvelle pour le climat, mais ce qui fait que nous ne pouvons plus avoir de croissance. Vous voyez ? Et dans une sous-zone comme le Japon, à cause du fait que le Japon, depuis le début des années 90, est piégé par la trappe déflationniste, l'équation 3 égale 2 plus 1, qui entre-temps est devenue 1,5 égale 1,5 plus 1, cette équation est devenue au Japon 0 égale 0 plus 0. 0% de croissance égale 0% de croissance de la consommation d'énergie par habitant, plus 0% de progrès technique. Alors, quand je dis 0% de la croissance de la consommation d'énergie par habitant, ça ne veut pas dire que la consommation d'énergie au Japon a cessé d'augmenter.
Elle continue d'augmenter depuis le début des années 2000, mais elle augmente à la même vitesse que la démographie. Ce qui veut dire que par habitant, elle n'augmente plus. Ça va ? Et puis, 0% de progrès technique. Pourquoi ? Parce que, comme le Japon est dans la déflation, il n'investit plus. Si vous n'investissez pas, vous n'avez pas de recherche et développement, vous n'avez pas de progrès technique. Voilà. Et donc, de mon point de vue, en zone euro, si vous voulez, notre menace majeure, c'est de tomber sur le sentier japonais, la déflation, 0 égale 0 plus 0, alors que ce que tout le monde veut, c'est de passer à un régime de croissance, en tout cas, de plein emploi, de prospérité pour tous. Et ça suppose, jusqu'à présent, beaucoup d'énergie. En gros, 2/3 de la croissance, c'est juste l'augmentation de la consommation d'énergie. Évidemment, quand je dis ça, vous devez sentir que c'est un peu une blessure narcissique pour l'être humain. Parce que ça fait 2 siècles que nous nous racontons les uns aux autres que la croissance, c'est quand même une bénédiction qui nous vient du génie humain. Heureusement qu'il y a Bill Gates, par exemple. Voilà, c'est grâce à Bill Gates. Bon. C'est sûr que Bill Gates joue dans cette affaire. Et c'est le 1% dont j'ai parlé, c'est le progrès technique, c'est l'innovation, c'est la Silicon Valley, etc. C'est Fontainebleau, l'INSEAD, vous voyez, c'est ça. Mais ça, c'est 1%, c'est 1/3 seulement. Les 2 autres tiers, c'est simplement notre dévastation des ressources naturelles qui ne nous ont rien coûté. Parce que, je vous rappelle que la Terre ne se fait pas payer à chaque fois qu'elle nous donne ses ressources inouïes. Donc, pour le dire encore autrement, si nous voulons bifurquer vers le régime 1, il faut changer, modifier notre dépendance à l'énergie. Il faut passer d'un mix qu'on appelle un mix énergétique, c'est-à-dire en gros la quantité, enfin la nature de l'énergie que nous consommons, qui est essentiellement encore aujourd'hui d'énergie fossile, un peu moins pour la France parce qu'elle a le nucléaire, je vous l'accorde, mais quand même globalement pour les pays industrialisés, ça reste essentiellement l'énergie fossile, vers autre chose. Parce que continuer à espérer d'avoir de la croissance simplement par l'augmentation de la consommation d'énergie fossile, c'est plus possible. C'est plus possible pourquoi ? Parce que ça détruit le climat et parce que de toute façon, nous n'arrivons plus à augmenter la taille du robinet pour un certain nombre d'énergies fossiles. Déjà le pétrole avec les techniques conventionnelles, ça viendra pour le charbon et pour le gaz tôt ou tard également. Donc ce n'est pas des solutions d'avenir. Vous voyez ? Donc, il faut faire cette transition énergétique. Et c'est ma 3e partie. La transition énergétique, c'est comment est-ce qu'on passe d'une économie comme la nôtre aujourd'hui, dont nous avons hérité via la révolution industrielle, économie essentiellement construite sur la consommation d'énergie fossile, hydrocarbures, charbon, pétrole, gaz, à un autre type d'économie, qui évidemment a besoin d'énergie. Si vous avez fait un minimum de physique, vous savez qu'il ne se passe rien sur cette planète sans énergie. L'énergie, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui permet de transformer un état de la matière en un autre. Donc, quoi que vous fassiez, vous avez besoin d'énergie. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'en 2030, on va réussir à vivre sans énergie. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est réussir à vivre avec un autre type d'énergie que celui que nous utilisons aujourd'hui. Et même la France est très, très dépendante, par exemple, du pétrole qu'elle importe. Et il se trouve qu'en plus, nous importons pour 70 milliards d'euros de pétrole chaque année, ce qui est en gros le déficit de la balance commerciale française. Donc ça tombe bien, parce que si en plus on arrivait à se passer du pétrole, on arriverait à équilibrer notre balance commerciale. On ferait d'une pierre 2 coups, vous voyez. Et par ailleurs, on émettrait moins de gaz à effet de serre, donc on ferait d'une pierre 3 coups. Vous voyez. Ce programme de transition énergétique, il a été élaboré, il a commencé d'être élaboré depuis des années. Hein. Heureusement, il y a des ingénieurs en Europe qui travaillent sur ces questions depuis plusieurs décennies. Et l'an dernier, il y a eu un comité national pour le débat, un comité des experts pour le débat national sur la transition énergétique, qui a été créé à l'initiative du gouvernement de l'an dernier. À l'époque, c'est le gouvernement Ayrault, qui a travaillé pendant 1 an et qui a rendu un énorme rapport au gouvernement qui fait 2000 pages, dans lequel ce comité a fait une liste d'une 12aine de scénarios de transition énergétique pour la France. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que nous ne sommes pas dépourvus d'idées, il y a des feuilles de route et il y a un certain nombre de gens qui savent comment on peut faire cette transition. Ce n'est pas la nuit obscure. Vous voyez que la lumière du jour commence à arriver. Il y a une 12aine de scénarios, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas qu'un. Bon, alors ça c'est une première difficulté, parce que ça veut dire qu'il va falloir choisir. Et des personnes du gouvernement, très haut placées dans le gouvernement, à qui ces scénarios ont été apportés, ont répondu. Alors, entre-temps, les scénarios avaient été rassemblés en 4 grandes familles, parce que pour un politique, au-delà de 4, il arrête de compter. Donc, il faut s'arrêter à 4. Donc, les 12 ont été ramenés à 4. Et ça a été présenté à cette personnalité politique qui a dit « Ah bon, il y en a 4 ». Ah oui, il y en a 4, il n'y en a pas qu'un.
Mais il va falloir choisir alors. Ah ben oui, c'est bien, c'est tout l'enjeu. Maintenant, il faut choisir. Il y a une décision politique à prendre. Et la personnalité politique en question a répondu « Ah, c'est très frustrant. » Oui. Il aurait préféré sans doute qu'il n'y en ait qu'un et que la question soit réglée. Bon, la bonne nouvelle pour nous, ça veut dire qu'il y a un peu d'espace pour un débat démocratique sur quelle est la société que nous voulons construire pour 2025, parce que c'est clair que les choix que nous allons faire en matière de transition énergétique vont piloter de manière très très forte le visage de notre société en 2025. Je vais vous expliquer comment. En gros, qu'est-ce qui sépare ces 12 grands scénarios rassemblés en 4 grandes familles? Alors, pour simplifier, je simplifie beaucoup, hein, si les spécialistes de l'amphithéâtre ne m'en voulaient pas. À ma droite, mais ce n'est pas une droite politique, hein, à ma droite, vous avez ce qu'on appelle le scénario Négatep, qui mise essentiellement sur le nucléaire. Et qui dit, je vous fais ça de manière très brève et donc forcément caricaturale, si nous ne voulons pas nous éclairer à la bougie en 2025, il faut du nucléaire et plus de nucléaire. Donc ça, c'est le scénario Négatep. Et puis, à ma gauche, mais de nouveau, il n'y a pas de connotation politicienne, de l'autre côté, l'extrême inverse, c'est ce qu'on appelle le scénario Négawatt, qui lui dit il faut sortir le plus vite possible du nucléaire. Alors, comment est-ce que Négawatt sort du nucléaire? En gros, nous fermons à clé la dernière centrale nucléaire française en 2035. Nous mettons à profit les 20 années qui nous en séparent pour investir massivement dans les énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque et surtout la biomasse, méthanisation, etc. Et pendant ce temps-là, pour ne pas nous éclairer à la bougie, nous utilisons du gaz, qui est la moins polluante des 3 énergies fossiles et hydrocarbures. Et puis, vous avez 2 grandes familles de scénarios au milieu, Ancre et ADEME, qui sont, d'une certaine manière, intermédiaires entre les 2 extrêmes que je vous ai donnés. Vous voyez? Et donc, au fond, le choix que nous pouvons faire, qui est devant nous, c'est un choix politique. Vous voyez bien que ce n'est pas juste un choix technique. Bon. Et donc, c'est en particulier la question de la place du nucléaire dans le mix énergétique français pour 2025 qui est centrale là-dedans. Il y a aussi l'autre question centrale qui est la place du gaz de schiste, évidemment. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui est commun à toutes ces familles de scénarios? Ce qui est commun à toutes ces familles de scénarios, c'est que sur le versant, si vous voulez, efficacité énergétique, ils disent tous la même chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ça va se faire en 3 grandes étapes. Enfin, en tout cas, ça devrait se faire en 3 grandes étapes. Première étape, la rénovation thermique des bâtiments. Pourquoi? Parce que c'est la première source, c'est le premier lieu de consommation d'énergie fossile en France. Ce n'est pas la mobilité, de manière curieuse. Et c'est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, en rénovant thermiquement les bâtiments en France, on fait d'une pierre deux coups. On adresse à la fois la question de notre dépendance aux énergies fossiles et la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se contenter de faire du neuf et donc de durcir simplement les normes sur le neuf et par exemple de dire on va faire à partir de demain matin on ne fait que des maisons à énergie positive par exemple, vous voyez, parce que nous avons la chance en France d'avoir un parc immobilier extrêmement riche et le neuf se renouvelle le parc à la vitesse de 0,3% par an. Donc à cette vitesse-là, nous allons très vite atteindre les plus 5 degrés à la fin du siècle. Donc on ne peut pas se permettre d'attendre, il faut aussi rénover l'ancien. Mais c'est une très bonne nouvelle parce que c'est créateur d'emplois, ça fait de l'activité, ça a du sens et c'est une étape majeure pour construire une société plus équilibrée, moins dévastatrice de la nature, plus respectueuse de la création que celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je reviendrai tout à l'heure sur comment on finance ça. Parce que vous allez forcément me dire, oui, vous êtes bien gentil, mais comme ça coûte un bras et que personne n'a d'argent, on ne peut pas le faire. Donc revenez nous en parler le jour où vous aurez trouvé une solution de financement. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions de financement que je vous décrirai tout à l'heure. Deuxième grande étape, après la rénovation thermique des bâtiments, la mobilité. Donc là, c'est la mobilité verte. Et là, évidemment, il y a encore tout un panel de solutions possibles. Depuis la voiture, vous avez vu que Renault sort la voiture à 1 litre. Bon. Jusqu'à la voiture purement électrique, les voitures hybrides, les autoroutes électriques, j'en passe. Il y a beaucoup de plans qui sont sur la table aujourd'hui pour le faire. L'obstacle n'est pas du tout technique. On sait faire techniquement, ce n'est pas du tout le problème. Hein. L'obstacle, il est que ça engage en fait une refonte majeure de notre société, puisque si vous écoutez un peu les urbanistes qui travaillent sur ces questions, eux, ce qu'ils nous disent, c'est que ce vers quoi il faut que nous allions, c'est des petites villes très denses, innervé par des transports publics très denses. Tout le monde prend le tram, le métro ou le vélo, plus de voitures dans les centres-villes urbains.
autour de tout ça, de la polyagriculture, autour de chaque centre urbain avec des circuits courts pour minimiser le transport de la nourriture. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter complètement cette folie dans laquelle nous sommes engagés en France aujourd'hui, où vous avez la Beauce qui ne fait que du blé, le Limousin qui ne fait que de la viande et la Normandie qui ne fait que du lait. Et tout ça fait 4 fois le tour de la France avant d'arriver dans notre assiette. Il faut que tout le monde se mette à refaire de la viande, du blé et du lait autour des centres urbains avec des circuits courts. Et les centres urbains eux-mêmes, vous les relayez par du train ou du bus, là où on ne peut pas faire passer le train. Ça veut dire aussi que, par exemple, l'extraordinaire réseau ferré que nous avions en France à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il va falloir le retricoter. Nous sommes très bêtes de l'avoir fermé. Les Allemands et les Belges, eux, l'ont gardé. Vous voyez ? Mais tout ça, au fond, c'est des bonnes nouvelles. On va pouvoir travailler. Ça fait des emplois. On va pouvoir aussi s'adonner à notre jeu, notre sport national favori, qui est de nous bagarrer pour savoir si la ligne de chemin de fer doit passer dans telle commune ou dans telle autre. Vous voyez ? Ça, on adore, non ? Bon. Ça, c'est le deuxième chapitre. Troisième grand chapitre, le verdissement des processus industriels et agricoles. C'est le plus difficile et c'est le moins urgent, heureusement, parce que l'industrie européenne, grâce au fond aux 2 chocs pétroliers des années 70, a déjà fait des efforts, a déjà réduit sa dépendance au pétrole dans les années 80, à vrai dire. Bon, c'est pas le plus urgent. Et puis, vous avez, alors là, par contre, c'est urgent, le verdissement de l'agriculture, c'est-à-dire il faut évidemment sortir de cette agriculture productiviste entièrement tributaire des intrants chimiques et donc du pétrole, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, pour aller vers une agriculture beaucoup plus respectueuse de la nature, des rythmes de la nature, de la biodiversité, des écosystèmes, etc. Ça, c'est pas demain la veille qu'on va y arriver, mais c'est une des lignes d'horizon qui sont devant nous. Vous voyez ? Tout ceci trace au fond un programme de société pour nous. Et moi, j'ai envie d'insister là-dessus. Au fond, je crois que le malaise de l'Europe de l'Ouest et de l'Occident en général depuis une quarantaine d'années, c'est que ça fait 40 ans que nous n'avons plus de grands projets de société. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les Européens qui arrivent à l'âge adulte, les Européens de l'Ouest qui arrivent à l'âge adulte à ce moment-là, ils ont une mission historique très claire qui est de reconstruire l'Europe. Donc on ne se pose pas de questions, tout le monde retrousse ses manches et on le fait. Et cette génération héroïque l'a fait en une génération. Début des années 70, si Richard Nixon n'avait pas décidé d'abolir de manière unilatérale les accords de Bretton Woods, comme vous le savez, au 15 août 1971, probablement l'Europe aurait dépassé économiquement les États-Unis. Donc cette génération-là, héroïque, a fait un travail magnifique. Elle avait une mission qui était très claire, c'était reconstruire l'Europe. Évidemment, elle l'a fait en consommant énormément d'énergie fossile. Mais à l'époque, elle ne savait pas. Elle ne savait pas quels dégâts écologiques majeurs ceci allait provoquer. Donc on ne peut pas du tout en faire grief à cette génération-là. Au fond, elle a accompli sa mission. J'arrive aux années 70, nous avons 2 chocs pétroliers majeurs. En 72, nous avons le Club de Rome, dont vous avez sûrement entendu parler. C'est une équipe de scientifiques du MIT, le groupe Meadows, qui publie un rapport terrifiant qui dit on ne va pas pouvoir continuer comme ça. C'est la première équipe de scientifiques qui alerte sur les limites de notre planète finie et qui dit la croissance infinie dans une planète finie, c'est juste pas possible. Donc il faut changer de modèle. Bon. Au passage d'ailleurs, pour les économistes, il y a des travaux qui ont été faits par un économiste australien il y a 2 ans qui a repris l'essentiel des modèles de prévision qui avaient été élaborés dans les années 70, à la fois par Meadows, celui dont je viens de parler, et par les économistes de l'époque, et qui a comparé les prédictions de ces modèles avec ce qui s'est effectivement passé. Eh bien, celui qui s'est le moins trompé, c'est Meadows. Pas du tout les économistes. Parce que Meadows n'est pas un économiste, c'est des physiciens en fait, au départ. Des spécialistes du système dynamique complexe. Alors, au milieu des années 70, nous avons nos 2 chocs pétroliers, nous avons ce grand coup de tonnerre qui est le rapport Meadows, donc du Club de Rome, limite halte à la croissance. Bon. Les États-Unis connaissent eux-mêmes leur pic pétrolier. Donc l'administration américaine découvre, effarée, en 1970, qu'elle a atteint son pic pétrolier, ce à quoi elle ne s'attendait absolument pas. Aujourd'hui, les historiens dépouillent ces archives-là avec délectation, puisqu'on découvre au fond que les majors pétroliers n'ont rien dit à l'administration américaine pendant les années 60, alors qu'ils ont vu la productivité qui commençait à décliner. Ils ont vu qu'on s'approchait du plateau, ils n'ont rien dit. Et 70, ils n'arrivaient plus à cacher le fait, donc ils ont fini par le révéler à l'administration américaine, qui a découvert, ébahi, que l'ère de l'opulence infinie du pétrole sur le territoire américain, c'était fini.
Ce qui explique peut-être le changement radical de politique, de géopolitique américaine dans les années 70. Mais je ne vais pas rentrer dans ce chapitre passionnant. Ceci pour dire que la génération européenne de l'Ouest qui arrive à l'âge adulte dans les années 70, elle est dans une situation très embarrassante. Et une partie d'entre nous dans cet amphithéâtre, peut-être, est presque de cette génération-là. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a plus à reconstruire l'Europe, ça a déjà été fait. Essentiellement, je simplifie, mais vous voyez, bon, ça est fait. Elle ne peut plus non plus endosser naïvement les grandes utopies de la fin du XIXe siècle sur le progrès technique et l'humanité civilisatrice qui va vers des matins qui chantent, parce qu'elle sait que le progrès technique et la rationalité occidentale, ça conduit aussi, pas nécessairement, mais ça conduit aussi aux camps de concentration, au goulag et à Hiroshima. Donc, années 70-80, les Européens ne peuvent plus être naïfs. C'est plus possible. Ils n'ont plus à reconstruire l'Europe, et ils découvrent que le modèle, ils découvrent au moins inconsciemment, que le modèle sur lequel la prospérité des 30 dernières années a été réalisée, que ce modèle-là est en faillite, va être en faillite tôt ou tard, à cause des chocs pétroliers, la dépendance au pétrole et de ce qu'on raconte Meadows. Et donc, c'est la panique. Même si nous ne l'avons pas vécu comme ça, mais d'une certaine manière, il y a une espèce de panne eschatologique dans laquelle nous sombrons à ce moment-là, puisque nous ne voulons plus croire à une grande utopie, nous n'en avons plus. Nous n'avons plus de grands récits qui puissent nous dire voilà vers quoi l'Europe avance, voilà son objectif, voilà ce qu'a fait la génération de nos pères, voilà ce que nous allons léguer à la génération de nos enfants, et voilà pourquoi je me lève le matin. Vous voyez ? Au passage, d'ailleurs, ces grandes utopies qui étaient portées par des grandes institutions, ces grandes utopies s'effondrent, et le crédit qu'on accorde à ces grandes institutions s'effondre aussi. C'est à ce moment-là que vous avez la désaffection pour l'État, qui, au moins jusqu'au début des années 70, était quand même l'institution en charge de l'intérêt général. Mais s'il n'y a plus de grands projets d'intérêt général à porter, pourquoi avoir un État ? Oui. D'où la vague néolibérale qui s'installe à ce moment-là. Et autre grande institution qui jusqu'alors était porteuse d'une grande utopie, c'est l'Église. Les églises, évidemment. Et donc l'hémorragie dans les églises date des années 70, et à mon avis, ce n'est pas du tout un hasard. Tout ceci est très lié. Et lié à une grande panne eschatologique, au sens où nous n'avons plus de grands récits qui nous disent voilà l'horizon eschatologique vers lequel nous, Européens, nous avançons. Et ça, c'est une situation, en fait, je vais prendre un exemple biblique, c'est une situation qui ressemble beaucoup à celle du peuple hébreu à la sortie d'Égypte, dans le livre de l'Exode. Le peuple hébreu, vous le savez, vous en souvenez, il est réduit en esclavage en Égypte. Ça, c'est le totalitarisme. L'Égypte de l'Exode. Ça, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il sort de l'Égypte, traverse la mer Rouge, à pied sec. Ça, c'est la fin de la guerre. Et la reconstruction de l'Europe. Il arrive au désert, il cherche la terre promise, mais il a perdu la carte. Enfin, en fait, il n'y a jamais eu de carte. Donc il ne sait pas où est la terre promise. Personne ne sait. En plus, Moïse va discuter avec le Dieu le Père sur le mont Sinaï. Il est loin, on ne sait pas ce qu'ils se disent, et le peuple hébreu reste dans le désert, terrorisé. Donc ça, c'est le général de Gaulle qui disparaît. Vous voyez ? On n'a même plus la figure du général de Gaulle. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez ? Qu'est-ce que fait le peuple hébreu ? Dans la Bible, il se construit un veau d'or. Pour se rassurer, en se disant on va s'en sortir grâce à une opération magique. Vous savez, ça c'est la pensée magique. Quand j'ai plus de solution, je m'invente une solution magique pour me rassurer, parce que l'angoisse est trop forte. Et notre veau d'or, c'est la place que nous avons donnée au marché financier en Europe. Nous avons dérégulé les marchés financiers en nous racontant un conte de fées qui est les paris d'argent sur les marchés financiers vont assurer notre prospérité. Ce qui n'est absolument pas vrai. En tant qu'économiste, je n'ai aucune preuve technique rigoureuse de cette assertion. J'ai même la preuve rigoureuse du contraire. Les marchés financiers ont un rôle à jouer. Je ne dis pas qu'il faut fermer les marchés financiers demain matin, mais qui est un rôle extrêmement limité. L'intermédiation bancaire, à mon avis, est beaucoup plus importante, c'est vital. Donc nous avons tout à fait raison en Europe de résister au modèle anglo-saxon qui voudrait que toute forme de financement vienne des marchés financiers. À mon avis, ça c'est une énorme bêtise. Et en tout cas, les marchés financiers n'ont pas vocation à être la source de la prospérité de nos sociétés parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais maintenant, vous voyez l'enchaînement, vous voyez. Nous perdons les grandes utopies, plus personne n'y croit, on n'a plus de feuille de route, le général de Gaulle est parti, on se fait un veau d'or et c'est la sphère financière. Et c'est comme ça que nous bifurquons du régime 1, forte croissance avec plein emploi, vers le régime 3, croissance molle, avec bulle spéculative à répétition, liée à la dérégulation financière. Vous voyez ? Du coup, dans ce contexte, je vais m'arrêter là, de panne eschatologique,
la transition énergétique, c'est ça notre grand récit qui est devant nous. C'est ça la grande utopie qui est capable, à mon avis, de donner du sens à notre société, de nous faire redécouvrir du collectif, un horizon vers lequel avancer et un projet de société à transmettre à nos enfants. Voilà, en tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci Gaël. Merci Gaël. Qui veut ouvrir le débat? On a touché à des sujets. Oui, monsieur. Vous avez évoqué au cours de cette conférence passionnante les nombreux pics annonçant la fin de pratiquement toutes les ressources dont on se sert tous les jours. Vous n'avez pas parlé du pic d'uranium. Je crois qu'il est pour pas très longtemps aussi. Et ça rend pas crédible la famille de droite, là, qui travaille sur le nucléaire comme solution à nos problèmes. Oui, vous avez raison. Donc, j'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout. Mais donc, alors, je précise juste un tout petit peu, pour qu'on soit bien d'accord. C'est le pic des ressources naturelles non renouvelables. Il n'y a évidemment pas de pic éolien, ça c'est évident. D'accord ? Donc, c'est le pic des ressources naturelles non renouvelables. Il y a évidemment un pic de l'uranium. Et évidemment, c'est problématique pour la solution des négatep. Négatep généralisé au niveau de la planète, c'est problématique à cause de la raréfaction de l'uranium. Je suis complètement d'accord avec vous. Voilà, mais les physiciens qui travaillent là-dessus sont conscients du problème, donc ils réfléchissent. Vous savez aussi que du côté du nucléaire, vous avez un grand projet qui est la fusion, qui n'a pas été intégré finalement dans le comité national l'an dernier, dans les réflexions des experts, parce qu'ils ont jugé que c'était techniquement trop loin. On n'a pas du tout de garantie qu'on sache le faire, même dans 40 ans, et donc ça n'a pas été intégré. Mais voilà, ceci pour dire que je suis ni contre ni pour, vous voyez, c'est pas mon propos là. Il y a des obstacles majeurs. Et il y a aussi peut-être des solutions possibles à, disons, un scénario du type négatif. Voilà. J'essaie d'être politiquement correct là-dessus, parce que vous savez que c'est très, très, très chaud comme débat. Par contre, j'ajoute un mot là-dessus quand même, parce que ça me paraît fondamental. Je crois que si on veut qu'il y ait du nucléaire en France encore longtemps, et par exemple, si on décidait d'opter pour le scénario négatif, ça ne doit pouvoir se faire, à mon avis, qu'au terme d'un vrai débat démocratique. Il faut que le corps social puisse s'emparer de ce débat et décider. Parce que si un jour nous avons un Fukushima en France, il faut que le corps social, que le collectif français puisse l'assumer. Et si ce n'est pas nous qui l'avons décidé, mais par exemple nos amis X-Min, qui ont un monopole de décision sur le nucléaire en France, dans la bureaucratie française, ce sera insupportable à assumer pour le corps social français. Vous voyez ? J'ai beaucoup de respect pour mes petits camarades X-Min, mais il faut absolument qu'ils consentent à ce qu'il y ait un vrai débat démocratique sur le sujet du nucléaire en France, à mon sens. Oui. Monsieur. Oui, bonjour. Oui, je voudrais exprimer un petit Approchez le micro de... Oui. Je voudrais exprimer un petit complément en ce qui concerne les étapes dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a un aspect qui n'a pas été évoqué, c'est la reconception des produits, c'est-à-dire d'avoir des produits qui sont à la fois au niveau des matières, d'utiliser des matières réutilisables, d'utiliser au niveau de la production, d'éviter encore une fois des processus qui coûtent le moins cher possible en énergie et qui polluent le moins possible, parce que ça fait également partie du système. Au niveau de l'utilisation, d'avoir des produits qui puissent être réparables et maintenables, et au niveau de la fin de vie, de pouvoir récupérer les produits ou les composants dans l'état maximal de valeur. Oui, bien sûr, vous avez absolument raison. Donc, je n'ai pas évoqué toutes ces questions-là. Pour prendre... Oui, tout à fait d'accord avec vous. Absolument. Plus généralement, si vous voulez, si on s'oriente un tout petit peu dans la discussion dans cette direction, moi je dirais, et ça c'est extrêmement prometteur, c'est tout le thème de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire et l'économie de fonctionnalité. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je résume à grands traits, forcément de manière caricaturale, vous me pardonnerez. Mais en gros, c'est l'idée qu'il faut que nous passions d'un mode économique dans lequel nous puisons dans la nature, nous consommons et nous jetons, à un mode où nous faisons un cercle vertueux avec la nature et nous restituons à la nature ce que nous lui prenons. Et elle nous le rend ensuite. Vous voyez. Ça suppose un rapport, ça va très très loin comme question, ça suppose un rapport à la propriété privée complètement transformé. Je vous donne un exemple, le Vélib à Paris,
ou le Vélove à Lyon. Donc c'est un objet qui est produit par une société privée. D'accord ? Donc ce n'est pas un bien public. Donc l'économie de fonctionnalité ou l'économie circulaire, ce n'est pas l'Union soviétique ni la Corée du Nord. Je dis ça tout de suite parce que ces images-là peuvent traîner dans certains esprits. Donc le Vélib est produit par une société privée, mais le rapport que j'ai au Vélib n'est pas celui d'un propriétaire privé, parce que je ne suis pas le propriétaire de mon Vélib quand je l'utilise. J'ai juste le droit d'usage du Vélib. Et je paye d'ailleurs au prorata de l'usage que j'en fais. Si je le garde 2 heures, je paye 2 fois plus que si je le garde 1 heure. Et ça veut dire que piliers qui, classiquement, depuis en gros le XIIe siècle, définissent la propriété privée en Europe. Hein, ça, c'est des théologiens qui ont défini ça, inspirés par le droit romain. Vous savez que les 3 piliers de la propriété privée, c'est l'osus, le fructus et l'abusus. L'osus, pour être pédant, hein, c'est le droit d'usage. Donc ça, c'est précisément ce dont je bénéficie quand je paye pour avoir mon Vélib. Le fructus, c'est le droit de faire fructifier le bien dont je suis le propriétaire, ça veut dire en clair de le revendre. Alors ça, mon Vélib, je n'ai pas le droit de le revendre. Vous voyez ? Et l'abusus, c'est le droit d'en abuser, donc de le détruire. Et là, de nouveau, le Vélib, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas le droit de le détruire. Donc il y a un apprentissage, je suis d'accord avec vous, hein. Les Parisiens ont à apprendre à ne pas casser leur Vélib, bon. Mais c'est ça que ça veut dire. Et donc vous voyez qu'un exemple aussi simple que le Vélib, ça veut dire qu'il faut que nous apprenions à avoir un rapport aux choses qui est uniquement de l'ordre de l'usus, de l'usage. Et donc il faut que nous apprenions à renoncer au fructus et à l'abusus, au moins pour toute une série de biens. Vous voyez ? Et donc c'est une révolution intellectuelle, philosophique, politique dans notre rapport au bien. Est-ce que c'est si difficile que ça ? Réponse non, puisque nous en faisons l'expérience tous les jours, confèrent par exemple les ascenseurs de copropriété. Vous voyez bien que les ascenseurs de copropriété, nous en sommes tous dans la copropriété collectivement propriétaires, mais je n'ai pas le droit de tarifer l'usage de l'ascenseur. Je ne peux pas, martyriser ma voisine en lui disant « vous allez me payer une taxe à chaque fois que vous prendrez mon ascenseur ». Je n'ai pas le droit. Ça, c'est le fructus, vous voyez. Et je n'ai pas le droit, normalement, de casser l'ascenseur. Donc, en fait, avec l'ascenseur de copropriété, j'ai également un rapport d'usus uniquement. Et je paye, d'ailleurs, en moyenne, au prorata de l'usage que j'en fais, qui est mesuré par l'étage auquel je me trouve. Hein, si je suis au rez-de-chaussée, je ne paye rien. Si je suis au dernier étage, je paye plein pot. Vous voyez ? Donc, au fond, nous connaissons ça depuis longtemps. Hein, et on pourrait développer, en réalité, par exemple... la grande tradition franciscaine au XIVe, XVe siècle essaye de penser ça. Hein, si vous connaissez, par exemple, vous connaissez sûrement Le Nom de la Rose, vous avez au moins vu le film, vous avez peut-être lu le roman d'Umberto Eco, magnifique roman. Bon. Et là-dedans, vous vous souvenez qu'il y a un enquêteur, une espèce de Sherlock Holmes franciscain, qui est en fait une figure de Guillaume d'Occam, qui déjoue tous les tours et règle toutes les énigmes. Bon. Et en fait, le débat théologique qui est derrière est exactement celui-là, c'est-à-dire que les franciscains au XIVe, XVe disent, au fond, nous voulons être simplement des usagers de la création, nous voulons simplement jouir de l'usus. Mais l'abusus et le fructus, c'est pas pour nous, ça appartient à Dieu. Vous voyez ? Alors évidemment, dans les termes de l'époque, Dieu, c'est quand même un peu abstrait, donc il faut trouver quelqu'un qui représente Dieu, et c'est le pape. Donc les franciscains disent, vous savez, au fond, nos grandes propriétés, le vrai propriétaire, c'est le pape. Nous, on en a juste un droit d'usage. Les théologiens romains pontificaux, qui flairent que ceci est révolutionnaire dans notre rapport à la propriété privée, disent « Ah non, pas du tout, messieurs les franciscains, vous êtes priés d'être propriétaires de vos biens. » Et comme à l'époque, on ne fait pas de modèle mathématique pour se disputer entre nous, on a d'autres critères, le débat devient « Est-ce que Jésus-Christ était propriétaire de sa tunique ou non ?» Vous voyez ? Ou est-ce qu'il en avait juste un droit d'usage ? Il y a encore une question ici, monsieur. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure les sources de financement possibles pour acter cette transition énergétique. Est-ce que vous pourriez y revenir, s'il vous plaît ? Oui, absolument. Merci de poser la question. Alors, la question préliminaire, c'est la transition énergétique, combien ça coûte ? Les réponses varient en fonction d'abord de la personne à qui vous posez la question et puis surtout du scénario de transition lui-même. En gros, pour quand même me donner un ordre de grandeur, si on veut tout faire en même temps, donc les trois chapitres dont je vous ai parlé, rénovation thermique des bâtiments, mobilité verte et puis industrie et agriculture verte en France, c'est de l'ordre de 100 milliards d'euros par an tous les ans, pendant au moins une bonne dizaine d'années. En fait, certainement beaucoup plus, mais l'ordre de grandeur, c'est 100 milliards. Bon.
C'est à la fois beaucoup, 100 milliards, ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval, et en même temps, le PIB français, c'est 2000 milliards. Et je vous rappelle que la BCE a été capable de créer 1000 milliards en 15 secondes en 2012 pour les banques. Donc vous avez un certain nombre de gens qui disent, puisqu'on peut créer 1000 milliards pour sauver les banques, pourquoi ne pourrait-on pas créer 1000 milliards pour sauver la planète, par exemple? Vous voyez? Bon. Donc en gros, l'ordre de grandeur, c'est 100 milliards si on veut tout faire. Reste que 100 milliards actuellement, dans le climat de névrose actuel, c'est inimaginable. Parce que personne ne les a. Et l'État ne se croit absolument pas autorisé à dépenser 100 milliards par an pour faire la transition énergétique en France. À mon avis, à tort, mais c'est comme ça. Du coup, il faut trouver des solutions, des détours, si vous voulez, qui permettent de réunir l'argent nécessaire sans que ça coûte à personne. C'est assez compliqué, mais voilà. Alors, une proposition qui a été faite, en fait, que j'ai faite l'an dernier au Comité national, c'est la suivante, c'est d'utiliser une astuce que nous avons déjà utilisée pour sauver nos banques en 2008. Alors, je vous rappelle le contexte. En 2008, le 15 septembre 2008, Lehman Brothers, la grande banque américaine, fait faillite. Et tout le secteur bancaire occidental tombe dans une espèce de tétanie, parce que toutes les banques se disent, si Lehman est capable de faire faillite, alors n'importe qui peut faire faillite. Parce que je vous rappelle que Lehman était une grande banque qui avait survécu à la crise de 29. Donc, dans l'esprit des financiers, la survie de Lehman, c'était aussi sûr que le lever du soleil au petit matin. Vous voyez ? Sauf que le 16 septembre, Lehman est en faillite. Bon. Du coup, les banques ne se prêtent plus. Si les banques ne peuvent plus se prêter entre elles, pour des raisons techniques que je peux développer si vous voulez, c'est la totalité de l'économie qui s'effondre. Donc, c'est juste pas possible. Du coup, ce qu'on fait en France, on monte en 3 jours la SFEF, la Société de financement de l'économie française. Et l'astuce est la suivante. La SFEF est une société de droit privé qui a un tout petit peu de capital, 100 millions, c'est très peu. Dans ces 100 millions, vous avez 40 millions qui viennent de l'État. L'État est donc actionnaire minoritaire. Et vous avez 60 millions qui viennent des banques elles-mêmes, qui, lorsqu'il s'agit de se sauver, sont capables de mettre 60 millions sur la table en 3 jours, quand même. Tout ça, ça fait 100 millions de fonds propres. Michel Candessus, l'ancien patron du FMI, dont vous avez sûrement entendu parler, est nommé patron de la SFEF et est chargé de lever sur les marchés des capitaux de l'argent pour le prêter à bateau à nos banques. Et l'astuce, c'est que la SFEF bénéficie de la garantie publique. Donc l'État français met à la louche 280 milliards d'euros en 2008 en garantie publique sur les opérations de la SFEF. La SFEF emprunte de l'argent sur les marchés qu'elle reprête aux banques à très bateau, ce qui permet aux banques de continuer d'exister, même de vivre, même si elles ne veulent plus se prêter entre elles, puisqu'elles ne se font plus confiance. Vous voyez ? Et Michel Candessus arrive à emprunter 70 milliards en un an. Vous voyez, 70 milliards en un an, on n'est pas très loin des 100 milliards dont je parlais il y a un instant. L'astuce, c'est qu'il a la garantie publique. Donc évidemment, les prêteurs savent qu'en prêtant à la SFEF, au fond, ils prêtent à l'État français. Mais là où c'est génial, c'est que ça ne pèse pas sur la dette publique française, puisque la SFEF est une société de droit privé. Et donc la dette de la SFEF, c'est de la dette privée, et non pas de la dette publique. Et de fait, les 70 milliards de dette de la SFEF, que la SFEF ensuite a remboursé, n'ont jamais été comptabilisés dans la dette publique française. Vous voyez ? Évidemment, si ça s'était mal passé, et si un grand groupe bancaire français, malgré tout cela, avait fait faillite, alors la garantie publique aurait dû être appelée. Une partie des 290 milliards mis en garantie par l'État français aurait été véritablement dépensée, et là, ça aurait grevé, bien sûr, la dette publique. Mais ça s'est bien passé, et donc la garantie publique n'a jamais été appelée. Du coup, la proposition que j'ai faite l'an dernier, c'est de dire, faisons la même chose, mais au lieu que ce soit pour sauver les banques, faisons-le pour financer la transition énergétique en France. Vous voyez ? Créons la Société de financement de la transition énergétique, la SFTE, société de droit privé, qui bénéficiera de la garantie publique, qui pourra lever des capitaux et les reprêter à bateau et à long terme aux entreprises qui vont faire la transition. Les entreprises du BTP, les automobiles pour les automobiles électriques, la SNCF, etc. Vous voyez ? Réseau Ferré de France, et je vous en passe. Bon. Cette proposition a été retenue par le Comité national, discutée auprès du gouvernement, et il n'y a pas très longtemps, j'étais à l'Élysée pour en parler avec le Président de la République et avec Mme Ségolène Royal, qui, semble-t-il, est enthousiaste à l'idée. Donc, ce n'est pas impossible que ça se mette effectivement en marche dans les mois qui viennent, que ce soit, par exemple, inscrit dans la loi de transition énergétique. Je ne peux pas vous le garantir, parce que ces opérations politiques sont toujours un peu énigmatiques, in fine, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est possible. Voilà. Je donne cet exemple-là, excusez-moi d'être un tout petit peu long, pour vous montrer qu'il y a des solutions.
Il suffit d'être un tout petit peu ingénieux et en fait, on y arrive. Bon. Évidemment, je ne vous cache pas que ça prend des nuits et des jours de travail pour convaincre les interlocuteurs qu'on peut le faire malgré tout. Parce qu'il y a une espèce de paralysie intellectuelle de nos décideurs qui est « c'est juste pas possible, on n'a pas d'argent, il faut commencer par se désendetter, revenez l'année prochaine quand on aura moins de dettes, etc. » Ça, c'est l'antienne habituelle que vous connaissez. C'est ça dont il faut, à mon avis, absolument se débarrasser pour avoir l'esprit un peu libre et imaginer des vraies solutions. Et quand on le fait, on en trouve. Bonsoir. Il y a un phénomène dont vous n'avez pas parlé, c'est la concentration des richesses, qui, je pense, est une des conséquences de la dérégulation, enfin du moins en partie. Et ça prend des proportions assez notables en ce moment. J'ai lu, je ne sais pas si c'est exact, que 2%, enfin les sources varient entre 1 et 2% des personnes physiques américaines détiennent 80% de la richesse du pays, et que ça va en s'accentuant nettement, et que le phénomène est à peu près global dans le monde. Alors ça pose un double problème. Le premier, c'est un manque de circulation des liquidités, dans la mesure où ces gens qui ont tellement d'argent, on n'arrive plus à le dépenser. Et du coup, tout ce qu'ils font, c'est de le placer, et ça ralentit l'économie, parce que c'est plutôt des placements financiers que des placements industriels. Paradoxalement, ça peut peut-être être et c'est là ma question, une possibilité de sortie, dans la mesure où j'ai l'impression, vous me confirmerez ou infirmerez, que c'est surtout ces gens-là qui détiennent les dettes publiques. Donc, dans la mesure où ils concentrent une part non raisonnable, finalement, du bien mondial, est-ce qu'un défaut plus ou moins généralisé de la zone euro ne pourrait pas être une solution, au moins à la dette publique? Sachant que, alors ça fait rire beaucoup parce que, en fait, c'est ce qu'on cherche à éviter à tout prix, mais sachant quand même qu'il y a eu, j'ai lu également, 53 défauts d'État recensés dans l'histoire de l'humanité, et ça s'est plutôt bien passé pour les États en question. Alors, il y a plein de choses dans votre question. Je pars de la fin. Le défaut souverain, donc un État qui dit « je ne paierai plus ma dette » ou « je ne paierai pas la totalité de ma dette », c'est très courant. Il y en a beaucoup plus que 53. En moyenne, il y en a un tous les 4 ans, tous les 4-5 ans, depuis au moins 2-3 siècles. Donc, ce n'est pas du tout un phénomène exceptionnel. Les derniers, vous les connaissez, il y a l'Argentine, la Russie. Donc ça, c'est un premier point. Un défaut généralisé sur la zone euro, il faudrait que vous précisiez un peu votre pensée. Vous voyez, donc j'essaie de le faire de mon côté. Je suis aussi partisan qu'on recommence, on restructure de nouveau la dette publique d'un pays comme la Grèce, parce que ça me paraît évident que la Grèce ne pourra pas rembourser sa dette publique. Elle n'a aucun moyen de créer de la richesse pour le faire. La Grèce n'a pas d'industrie. La Grèce n'a pas d'administration fiscale digne de ce nom. La Grèce n'a pas vécu le moment napoléonien fondateur chez nous, fondateur de l'État moderne. Elle n'a pas eu ça, la Grèce. Donc au fond, la Grèce n'est pas un État moderne. Et vous ne pouvez pas lui demander en 3 ans de faire ce que la France a construit en un siècle. Ce n'est pas possible. Et la Grèce, c'est quoi? C'est du tourisme et du transport maritime. Ce n'est pas avec ça qu'elle va rembourser 190% de dette publique. 190% de PIB de dette publique, c'est absolument impossible. Donc, tôt ou tard, nous allons restructurer de nouveau la dette publique grecque. Ça me paraît inévitable. Mutatis mutandis, on peut se poser la même question pour le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Voilà. Le problème, si vous voulez, quand vous faites ça, c'est que, d'une certaine manière, vous faites payer à l'aveugle un certain nombre de créanciers qui ont prêté inconsidérément. Donc, ils ont pris leur risque. Ils ont déjà été payés pour le risque qu'ils ont pris. Il y a une prime de risque quand je prête. Simplement, vous ne savez pas très bien qui va être touché. Si vous annulez une partie de la dette publique, c'est assez compliqué de savoir qui détient au jour J la dette publique. Et c'est la raison pour laquelle on a tant tardé pour restructurer la dette publique grecque. On a attendu, en fait, essentiellement, que les banques françaises et allemandes aient réussi à se débarrasser de leur titre de dette publique grecque pour qu'elles ne soient pas affectées ou qu'elles le soient le moins possible par la restructuration grecque. Vous voyez ? Donc c'est une opération qui n'est pas complètement triviale et qui se discute, en fait, politiquement. Mais je vous accorde que à mon avis, c'est inévitable. C'est une partie de la solution du problème. Ce n'est pas la totalité de la solution du problème. Vous ne pouvez pas non plus ruiner la totalité des créanciers au motif que le débiteur n'est pas capable de payer. Vous voyez, il y a une négociation à mettre en œuvre. Alors, après, la question des inégalités, c'était le début de votre question. C'est aussi, j'en ai pas parlé du tout, mais c'est aussi évidemment un enjeu majeur. Vous savez qu'on a un économiste français qui est très connu maintenant sur ce sujet, c'est Piketty. Voilà, c'est un fait. À la fois au niveau des revenus, il y a une explosion des inégalités, surtout aux États-Unis et dans une moindre mesure en Europe, et aussi au niveau du capital, pas simplement au niveau des revenus, mais aussi au niveau du patrimoine. Il y a une inégalité en termes de revenus, puis il y a une inégalité en termes patrimoniaux. Vous voyez ?
Maintenant, ces phénomènes-là sont bien documentés. Je suis complètement d'accord avec vous qu'il est urgent, nécessaire, utile de redistribuer une partie de la richesse de manière que tout le monde puisse consommer. Parce que la difficulté, si vous voulez, c'est que les très très riches, le 0,01% des très très riches, même s'ils vivent en permanence dans leur avion, il n'y a que 24 heures par jour pour dépenser de l'essence. Vous voyez ? Et donc, ils n'arrivent pas à en dépenser autant que 60 millions de Français qui prennent l'avion de temps en temps. Alors, comme c'est de l'essence, c'est tant mieux, mais ça vaut pour tout, en fait. Et donc, en réalité, si la richesse est concentrée dans les mains d'un tout petit nombre de personnes, elles ne peuvent pas consommer suffisamment pour tirer vers le haut la demande agrégée et donc donner de l'incitation à l'investissement, à la production, etc. Vous voyez ? Bon. Donc j'ai fait exprès de donner cet argument-là qui n'est pas un argument en termes de justice sociale. Non pas que je ne veuille pas rentrer dans la grande question de la justice sociale, mais même si on ne veut pas entrer là-dedans, il y a des bonnes raisons pour réduire les inégalités. Est-ce que c'est faisable ? Réponse oui, évidemment. Donc là, je vous donne une citation dont je parlais d'ailleurs, nous parlions tout à l'heure juste avant la conférence, qui nous vient de Manuel Faber, l'actuel PDG de Danone. Donc Manuel Faber, qu'on ne peut pas trop soupçonner d'être un gauchiste hippie chevelu barbu, vous voyez, écrit dans son propre ouvrage, si on prenait un tiers de la rémunération salariale des 1% les mieux payés de Danone, qu'on redistribuait ce tiers-là aux 10% les moins bien payés de Danone, on multiplierait par 2 leur salaire. Vous voyez ? C'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Faber. Ceci pour dire que la rengaine qu'on entend en permanence, qui est de dire, mais au fond, vous savez, les très très riches, il y en a tellement peu que ça ne sert à rien de leur casser les pieds, c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire, on est arrivé à un niveau d'inégalité aujourd'hui qui est tel qu'il y a des vrais effets macroéconomiques à la redistribution. Une autre manière de comprendre ça, c'est si vous regardez le ratio des inégalités de revenus. Là, je parle des revenus maintenant. J'ai fait un sondage en fait pour un petit livre que j'ai écrit avec la sœur Cécile Renoir, une religieuse de l'Assomption, qui a été publié en 2012, qui est d'ailleurs en vente à la sortie. On a fait un sondage auprès d'un échantillon de Français pour leur demander, d'après vous, quel est l'écart de rémunération maximale raisonnable entre le moins bien payé et le mieux payé dans une entreprise. Bon. En gros, le SMIC, vous le mettez à 1 000 euros, pour simplifier, ça veut dire quelle est la rémunération maximale que vous trouvez raisonnable. Et une écrasante majorité des Français répond en gros à un écart de 12, ce qui vous fait 11 000, 12 000. Bon. C'est beaucoup plus aujourd'hui. Alors, mon voisin à droite dit c'est 400, 500. Si vous comptez la totalité des rémunérations, pas simplement les salaires, mais vous mettez tout ensemble, c'est encore beaucoup plus que 500. Ça peut arriver à 1000. Bon, vous voyez, on est très très loin du ratio, du facteur 12. Alors, je voudrais tout d'abord faire une toute petite remarque sur ce que vous venez de dire. Je suis là. Vous avez cité la France et les États-Unis et beaucoup de pays finalement occidentaux. Mais en revanche, il y en a un qu'on ne cite pas, et notamment au titre de sa consommation énergétique, de sa croissance extrêmement forte et de sa gestion des richesses qui est particulièrement capitaliste, c'est la Chine. Je trouve ça un petit peu dommage parce que s'il y a bien un endroit où les milliardaires sont très peu nombreux et extraordinairement riches et non écologiques, c'est bien là. Donc ça, c'était juste une petite remarque. J'ai 2 questions. Première question qui est sur le fait que vous avez beaucoup insisté sur la dette publique comme en fait un des freins finalement à cette transition, et vous n'avez pas du tout parlé des déficits publics. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que si l'État ou les États européens ou mondiaux se mettent à se diriger vers cette transition, il ne faut peut-être pas qu'ils soient en déficit. Donc pourquoi est-ce que vous ne parlez pas des déficits? Est-ce que vous estimez que c'est quelque chose qui n'est pas important? Donc ça, c'est ma première question. Et deuxième question qui n'a aucun rapport avec l'autre, vous avez beaucoup parlé du Japon, mais le Japon, je crois qu'il a aussi une chance aujourd'hui, malgré cette trappe déflationniste dans laquelle il est, c'est que je crois me souvenir que 80 ou 90% de sa dette publique est détenue par des particuliers japonais. Est-ce que ce n'est pas une chance par rapport aux autres pays? Alors, merci pour ces 3 bonnes remarques. La première remarque, c'est quid de la Chine? Je vais les prendre dans l'ordre. Vous avez bien raison de poser la question. La Chine est à la fois maintenant le premier pollueur en flux, le deuxième pollueur en stock historique, juste derrière les États-Unis. Donc si je regarde sur la totalité de l'histoire de l'humanité, le stock accumulé d'émissions de gaz à effet de serre, le deuxième pays d'où ça vient, c'est la Chine. Alors que la Chine a commencé beaucoup, beaucoup plus tard que nous, etc. Bon. Donc c'est certainement le premier pollueur du monde, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est aussi le pays dans lequel les investissements dans les énergies renouvelables sont les plus importants rapportés au PIB du pays.
Donc la Chine est un pays incroyable, c'est un pays de contraste incroyable, dans lequel vous avez une pollution inouïe et en même temps les efforts les plus conséquents en faveur de la transition. Les deux à la fois. Donc j'étais à Pékin il y a 15 jours. On voit le ciel 3 jours par mois à Pékin, à cause du nuage de pollution qui est sur Pékin. Donc c'est absolument inouï pour nous, Européens. Voilà. Et en même temps, il reste que, donc j'étais à un congrès d'économistes de l'énergie à Pékin, le niveau de conscience de la gravité de ces problèmes du côté des économistes asiatiques est incomparable avec celui que vous trouvez aux États-Unis ou en Europe. Bon. Alors maintenant, dans votre question, il y a un autre point que je soulève, vous ne l'avez pas dit exactement comme ça, mais comme je sais que cette question revient en permanence, je l'explicite, hein, qui est à quoi bon faire des efforts vu que la Chine continue de tout saccager. Et c'est vrai que la Chine continue de construire une partie de sa croissance sur le charbon, ce qui est la pire des 3 énergies fossiles, les hydrocarbures, et donc elle a un bilan carbone qui est absolument épouvantable. Donc on pourrait être tenté de se dire, eh bien, ça ne sert à rien que la France, qui est responsable de 1% des émissions de gaz à effet de serre, fasse un effort, puisque en gros c'est la Chine qui va régler le problème, ou qui ne va pas le régler. Alors moi je ne crois pas du tout à cette posture, pour la raison suivante, je crois beaucoup à la vertu de l'exemplarité. Au sens où, si l'Europe fait la transition énergétique, montre que c'est possible et qu'on peut être heureux en la faisant, j'ai aucun doute sur le fait que la plupart des autres pays vont vouloir suivre. Simplement, personne n'a envie de sauter dans la piscine en premier. Aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il faut le faire, mais chacun se dit « Ah, l'eau est un peu froide, le premier qui y va... vous voyez, bon, c'est ça la grande difficulté. À ceci, si vous ajoutez le fait que pour faire la transition énergétique, il faut quoi? Il faut de l'argent, donc il faut quand même une zone économique riche, ça coûte quand même cher. Il faut de très bons ingénieurs, parce que c'est quand même un problème technique. Il faut une population éduquée. Pourquoi il faut une population éduquée? Parce que vous avez le problème de l'effet rebond. L'effet rebond, c'est notre gourmandise énergétique qui fait que, à chaque fois que nous faisons un progrès dans l'efficacité énergétique, nous en perdons le fruit à cause du fait que nous nous inventons des raisons supplémentaires de consommer de l'énergie. Exemple, la voiture. Nos voitures aujourd'hui sont infiniment plus efficaces dans l'usage qu'elles font de l'énergie que les voitures des années 60, mais elles consomment autant d'énergie parce qu'entre-temps, on les a bourrées de gadgets qui n'existaient pas dans les années 60. Donc ça, c'est l'effet rebond. Donc pour traverser l'effet rebond, il faut une population éduquée qui est capable de suivre des conférences à l'INSEAD le soir. Vous voyez ? Bon. Maintenant, si vous mettez ces 3 critères ensemble, une zone riche, des très bons ingénieurs, une population éduquée, il n'y a que 2 zones au monde qui peuvent le faire, c'est le Japon et l'Europe, à mon avis. Vous voyez ? Donc moi, je crois beaucoup au fait que c'est soit eux, soit nous qui allons le faire et nous serons les leaders de la transition sur la planète. Et moi, j'espère bien que c'est l'Europe. J'aime beaucoup les Japonais, c'est pas le sujet, vous voyez, mais bon, voilà. Alors après, votre deuxième point, c'était, si je me souviens bien, les dettes publiques et les déficits publics. Alors, je me suis peut-être pas bien exprimé, hein. C'est évident qu'en soi et en termes absolus, c'est mieux quand un État n'a pas de déficit public. Je suis bien d'accord avec vous. Maintenant, dans le contexte déflationniste qui est le nôtre aujourd'hui, je pense que la priorité n'est pas la réduction des déficits publics. Parce qu'au fond, la réduction des déficits publics, ça revient à participer au niveau de l'État au même processus de désendettement dans lequel tout le reste de l'économie est engagé, et ça précipite la déflation. Donc mon point de vue, mais je peux me tromper, et je sais très bien que là-dessus, je ne suis pas majoritaire du côté des économistes. Hein. Mon point de vue, c'est l'État devrait tranquillement arrêter de s'hypnotiser sur sa dette publique, évidemment arrêter de jeter de l'argent par la fenêtre. Il y a une réforme de l'État. C'est pas moins d'État, c'est mieux d'État qu'il faut faire, comme toujours. Hein. Il y a une réforme du service public à faire, ça j'ai aucun doute là-dessus. Mais si vous voulez, le critère n'est pas comme tel réduire le nombre de milliards. À mon avis, ce n'est pas le sujet. Et vouloir le faire à tout prix, c'est mortifère, c'est suicidaire, parce que ça aggrave la pente déflationniste. Une fois que le reste du secteur privé européen aura réussi à se désendetter, au premier chef les banques, alors ce sera le rôle de l'État, son boulot, de le faire à son tour. Voyez. Mais si on le fait tous ensemble, on n'y arrive pas. C'est ça mon point. Voyez. Et puis vous aviez un 3e point que j'ai oublié. Ah oui, le Japon. Alors vous avez tout à fait raison de dire 95% en gros de la dette publique japonaise. Vous savez que la dette publique japonaise, c'est phénoménal. C'est 250% du PIB japonais. Hein, donc c'est 2,5 fois le PIB. Bon. Et c'est vivable parce que 95% de cette dette sont détenues par des Japonais. Alors, mutatis mutandis, vous avez un autre pays qui est dans une situation qui n'est pas aussi extrême, mais qui n'est pas très très loin, c'est l'Italie. Hein. L'Italie est à 115-120% du PIB de dette publique, mais 60% de la dette publique italienne est détenue par des Italiens. Bon, donc au fond, ça devient un problème entre Italiens ou entre Japonais pour le Japon, et c'est une question qui est à régler entre les générations italiennes ou japonaises.
En France, c'est le contraire. C'est 30% de la dette publique française est détenue par des Français, 60% sont détenus à l'étranger. Et là, nous, ça nous expose terriblement. De fait, on est extrêmement exposé à un retournement des marchés financiers contre la dette publique française. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, on emprunte à des taux historiquement bas, mais qui sont, je veux dire, d'un niveau complètement absurde. Vous voyez, on emprunte gratuitement, même à taux réel négatif aujourd'hui. Ce n'est pas du tout grâce aux vertus de l'économie française. C'est essentiellement parce que les investisseurs ont absolument besoin d'acheter de la dette publique en euros. Et qu'ils ne savent plus vers qui se tourner, donc ils achètent, ils bradent en fait. Ils sont prêts à acheter à taux négatif la dette publique française, en euros. Bon. J'ai produit moi-même une note pour Bercy il y a 2 ans maintenant, en disant c'est 60% de dette publique française détenue par des non-résidents, c'est extrêmement dangereux, ça nous expose, et Bercy a jeté ça à la poubelle en disant regardez à quel taux on peut emprunter, ce monsieur est idiot, profitons-en, on aurait bien tort de ne pas en profiter. Vous voyez. Voilà. Peut-être une dernière question, parce qu'il est déjà tard. Monsieur Bemont, vous avez... prenez le micro derrière vous, il y a un micro derrière vous. Il y en a une tout près ici, monsieur. Ah. Ici. Bon, alors oui, moi, je vais vous donner oui, je ne vais pas vous donner la parole, monsieur, parce que... allez-y. Oui, bonsoir. Vous nous avez dit rapidement que la fin de la convertibilité hors du dollar avait empêché l'Europe de rattraper économiquement les États-Unis. D'abord, est-ce que c'était le but recherché? Et ensuite, selon quel mécanisme? Alors, c'est très difficile de vous répondre. D'abord parce que je ne suis pas historien, et ensuite parce que je crois que les historiens eux-mêmes redécouvrent ce sujet. Le point que j'essaie de dire, et c'est un historien américain qui a montré ça dans un bouquin qui est sorti l'an dernier, qui s'appelle Carbon Democracy, la démocratie du charbon, ou du carbone, plutôt du carbone, pardon, qui s'appelle Mitchell. Le point, c'est de dire il y a eu un changement d'état d'esprit radical de l'administration américaine en 70, qui très très probablement est lié à la découverte du pic pétrolier américain à l'époque. Et là, apparemment, moi je ne suis pas historien, mais apparemment les archives sont très claires dessus. En gros, en 69, l'administration américaine est convaincue qu'elle en a encore pour des décennies de pétrole gratuit sur le territoire américain. 70, elle a compris que c'est fini. Bon. Alors, du coup, ça veut dire qu'il faut absolument pouvoir s'approvisionner en pétrole dans le reste du monde. Il faut pouvoir le faire pour pas cher. Il faut absolument que les États-Unis aient le contrôle de la devise internationale qu'est le dollar et que celui-ci ne soit plus lié au stock d'or qui est présent dans les banques centrales. Vous voyez, parce que, en gros, les accords de Bretton Woods vous disent les devises que vous avez le droit d'échanger doivent reposer, doivent être backées, comme on dit en anglais, alors je cherche collatéralisées en français peut-être, par un actif réel qui est de l'or. C'est-à-dire que la monnaie est le reflet d'une richesse réelle, quelque part, qui est de l'or, un actif en or détenu par les banques centrales. À partir de 71, donc, la monnaie n'est plus gagée sur l'or, plus du tout. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour les États-Unis? Parce que ça fait que les transactions en dollars ne sont plus limitées par la quantité d'or détenue dans les banques centrales. Vous voyez? C'est ça l'enjeu. Alors, au passage, d'ailleurs, c'est un sujet de méditation philosophique pour nous. C'est qu'est-ce que la monnaie? Est-ce que la monnaie est un signe qui reflète une richesse déjà existante, par exemple l'or, ou est-ce que c'est un signe qui est une promesse d'une richesse future qui sera réalisable grâce à un investissement? Je pose la question parce que c'est un vrai sujet pour nous aujourd'hui, je crois.